Dimanche de Pentecôte, dimanche béni, la descente de l'Esprit Saint sur les disciples du Christ. Bienvenue sur Grand Débat sur les antennes de Cam10 Télévision. Bonjour à tous. En espérant que vous allez bien, un rendez-vous dominical pour les Camerounais que vous êtes, les Camerounais que nous sommes. Nous débattons sur des questions essentielles avec un seul objectif, un Cameroun prospère et debout. Et pour ce dimanche bien spécial de Pentecôte, des thématiques aussi intéressantes en guise de mise en bouche. On parlera de cette situation d'insécurité, particulièrement dans la ville de Yaoundé, avec le retour des microbes qui inquiètent les populations. On parlera également politique, pourquoi pas, ce dimanche avec la présidentielle 2025 dans les starting blocks. Que valent réellement les partis dits d'opposition? Lecture de la scène politique au Cameroun, on en parlera avec vous. On parlera également de cette actualité qui n'est pas passée inaperçue, les GECOM édition 2025, la troisième du genre. On parle des journées économiques et internationales des communes. On parlera donc de l'autonomisation difficile des communes au Cameroun. Qu'est-ce qui coince? Nos invités, non de masse, mais de qualité, toucheront quelques mots à propos. Voilà, de façon ramassée, ce qui va constituer nos échanges ce dimanche avec vous. Bien évidemment, nous vous invitons à poursuivre le débat d'où vous nous regardez. Nous le ferons ici en votre précieuse compagnie. Pendant que vous vous installez à votre aise, recevez ce qui est de coutume dans ce programme, le condensé des actualités de la semaine écoulée, condensé à travers cette revue de presse qui porte la majestueuse voix de Clara de Maraps. Merci de rester fidèle au grand débat sur Cam10 Télévision, la républicaine. Bonjour Muriel Andu et bonjour à tous les panélistes de ce dimanche matin. Ouvrons la revue de presse avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, ça progresse bien. Le journal précise que la 6e session du comité de pilotage du plan présidentiel, présidé par le premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouti Aboya, a révélé que le rythme de reconstruction dans les 13 départements et 65 conseils municipaux des deux régions était de 48,35% pour le nord-ouest et 51,65% pour le sud-ouest. 5 ans après, beaucoup a été accompli et les efforts se poursuivent. Restons dans la région du sud-ouest avec le journal Le Jour qui annonce que la douane engrange 26,6 milliards de francs CFA en 5 mois. Cette unité décentralisée dépasse largement ses objectifs budgétaires de 19 milliards 700 millions, confirmant ainsi une reprise économique dans le Nozo. Présidentielle 2025, Famendongo intègre le collège des chefs qui va adouber le fond des fonds Paul Biya. C'est le titre choisi par le journal Éducation Actu. Dans son édition du 3 juin 2025, le journal précise qu'à mesure que l'on s'achemine vers les échéances présidentielles et que chaque camp compte ses forces, l'introduction d'un profil plus politique à l'instar de Sa Majesté professeur Jacques Famdongo au sein du Conseil des chefs traditionnels à travers son intronisation comme chef de 2e degré du groupement Boulou Est 1 devrait contribuer à rendre le soutien de ses chefs au Nongui Paul Biya, maître de la sagesse et des traditions millénaires africaines, plus visibles, énergiques et enthousiastes. Parlons toujours de la présidentielle 2025, mais cette fois-ci avec le journal Mutation qui parle des solistes de Douala. La tentative de coalition de l'opposition pour un candidat consensuel porté par Anissé Ekane et Sambaka, baptisé le groupe de Douala, se disloque moins d'un mois après son lancement. Le journal précise que la paume de discorde a pour nom Abaoyono. Poursuivons la revue de presse avec le journal La Météo qui lui s'est intéressé cette semaine au GECOM 2025 et parle d'une alliance stratégique au service de la commune. Composée d'acteurs nationaux et internationaux, cette coalition est une plateforme d'excellence, catalyseur d'énergie, de ressources et d'expertise en faveur du développement territorial intégré.
L'État du Cameroun a payé 400 milliards de francs CFA de dette salariale en 4 ans. C'est ce que nous a annoncé le journal Défi Actuel cette semaine. Le journal a précisé sur cette actualité que l'État camerounais a déjà réglé plus de 60 milliards de francs CFA de dette salariale entre janvier et mai 2025 sur un objectif annuel de 160 milliards de francs CFA. Ce rythme soutenu s'inscrit dans un effort plus large d'apurement engagé depuis 2020 ayant déjà permis de résorber environ 400 milliards de francs CFA de dette salariale. Le journal L'économie, lui, cette semaine, s'est intéressé aux compagnies aériennes étrangères et nous fait savoir que les pays de la CEMAC bloquent le rapatriement des recettes, une situation qui risque de plomber davantage le transport aérien au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Restons dans le secteur des transports. Le journal Bounia a titré à sa une cette semaine « Transport urbain de masse, le badge professionnel de la discorde ». L'entrée en vigueur ce 2 juin 2025 du badge professionnel sécurisé est contestée, notamment par un collectif de près d'une dizaine d'organisations syndicales. Dans le secteur de l'électricité, le journal Informateur a annoncé cette semaine que le Cameroun reprend le contrôle d'Eneo. L'État rachète 51% des parts majoritaires d'Actis pour 78 milliards de francs CFA et détient désormais 95% du capital du principal producteur et distributeur d'énergie au pays contre 44% auparavant. Après des négociations du comité interministériel piloté par le MINFI Louis-Paul Motazé et son collègue du minier Gaston Elundu Essomba. Fraude pétrolière, saisie record à Kribi et Douala, d'après le journal Le Drapeau. Dans son numéro du 3 juin 2025, le journal précise que dans le cadre d'une vaste opération menée du 27 au 30 mai 2025, la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers, appuyée par les forces de sécurité, a saisi 3340 litres de carburant à Kribi, Douala et sur l'axe Douala-Yaoundé. Une action menée sous la houlette du minier qui entend éradiquer les circuits illégaux de distribution. Dans son numéro du 4 juin 2025, le journal Le Drapeau s'est plutôt intéressé au succès des examens. Le journal a précisé que le ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalo Valionga, accompagné de ses collaborateurs, a effectué une visite inopinée dans plusieurs centres d'examen du Mfundi. La descente était pour s'assurer du bon déroulement des épreuves du BEPC, CAP et DCI sur le plan national dans un climat de discipline, d'équité et de sérénité. C'est tout pour la revue de presse de ce dimanche. Bon débat. Rendez-vous dimanche prochain. Merci Clara de Maraps, merci Madoché Kuaté pour la contribution technique et à dimanche prochain. Merci également à ces panélistes-là déjà bien installés dans ce studio que je vais vous présenter, ceux-là qui vont mener les échanges pour ce grand débat sorti de ce 8 juin 2025. On va commencer par le visage féminin sur ce plateau qui nous vient de la formation politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Fadimatou Bengono. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Muriel, bonjour aux panélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs de Cam10 Télévision qui nous font l'honneur de nous suivre tous les dimanches lorsque nous sommes conviés à cette grande messe dit grand débat. C'est un honneur et un privilège pour moi de porter la voix du RDPC sur ce plateau. Merci à vous d'avoir répondu présente à ce rendez-vous. À votre suite, on va dire bonjour et bienvenue à Henri Séverin Assembe, expert en décentralisation et en territorialité. Voilà, j'y arrive. Bonjour et bienvenue. Bonjour Muriel Ndié, bonjour aux téléspectateurs de Cam10 TV. Je pense que les thèmes inscrits au débat ce dimanche nous permettront de contribuer à l'édification de la République. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être présent pour le grand débat. À votre suite, on dit bonjour et bienvenue au maire de la commune de Languina, également secrétaire général des CVUC, communes et villes unies du Cameroun pour la région du centre. Didier Bikola, bonjour et bienvenue. Bonjour Muriel, je suis très heureux d'être là. Bonjour aux téléspectateurs. Très heureux davantage de porter la voix des maires en tant que représentant des CVUC sur ce plateau.
Merci également à vous d'être présent ce matin. À votre suite, Jean-Baptiste Ketchaten, secrétaire à l'organisation du Manidem, il vient du groupe de Douala. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci à vous d'être sur ce plateau. Également présent parmi nous ce matin, le président du Parti écologique du Cameroun, en abrégé PEC, Eric Ngengim. Bonjour et bienvenue au grand débat. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici ce matin, cette matinée, pour échanger sur les problématiques concernant le Cameroun. Je profite pour saluer nos milliers de militants qui nous suivent depuis le défilé du 20 mai pour que nous puissions appeler au Cameroun un avenir écologique plus durable. Avant de lancer les débats à proprement parler, on va rappeler quand même cette information assez importante, acte de charité, acte social qui tient à cœur la première dame du Cameroun, Chantal Biya. La 3e édition du grand gala de charité organisé par l'Ordre souverain de Malte pour sauver des vies, particulièrement celles des jeunes enfants atteints de cancer au Cameroun. On va permettre à tout un chacun de poser un mot quand même là-dessus. On parle des enfants, on parle du cancer qui fait des dégâts. Un gala de charité, une occasion quand même de poser la main sur le cœur, monsieur le maire. Oui, je pense que c'est quelque chose de très important. La charité, ça permet à tout le monde de pouvoir bénéficier de ce que les autres ont en plus. Donc je pense que c'est une initiative à saluer, à louer et que nous souhaitons davantage pérenne. D'accord. Monsieur Jean-Baptiste Ketchaten, la charité qui est le cheval de bataille de la première dame, on peut le constater à travers plusieurs actions qu'elle mène au quotidien, et plus particulièrement pour ce cas des enfants souffrant du cancer. Ne la connaissant pas particulièrement, je ne sais pas si elle est charitable ou pas. Mais les actions au quotidien quand même parlant des enfants souffrant de cancer. Ce sont des actions de communication politique. Selon vous? Peut-être pas selon vous. Nous, on pense que c'est des actions. Juste chose normale, d'accord. Bon, normal entre guillemets, ça se voit presque partout. Mais la justice est bien meilleure que la charité. La justice sociale est bien meilleure que la charité. D'accord. Surtout dans un pays où il y a tant de problèmes de santé et tant de moyens qui sont gaspillés et qui auraient pu permettre de prendre en charge. Il y a encore plus à faire. Non seulement il y a plus à faire, il faut faire différemment, il faut faire mieux. Je ne la connais pas, donc je ne peux pas dire si elle est charitable ou pas. D'accord. On ne va pas dire qu'on ne veut pas de cette action, mais il faut procéder différemment pour prendre en charge les questions de santé des Camerounais. D'accord. Fadimatou Bengono. Je voudrais déjà saluer cette grande dame au grand cœur qui, au fil des ans, nous démontre qu'il n'y a pas de bonheur à être heureux tout seul. Il n'y a pas de bonheur à être heureux tout seul, en ce sens qu'elle essaie de tendre la perche à ceux qui sont dans le besoin. Ses œuvres, on peut en discuter pendant des jours. Lorsque nous avons vu avec la fondation Chantal Biya pour la lutte contre le VIH et la prise en charge des personnes atteintes du VIH, c'était un accompagnement qui a aidé plusieurs Camerounais. Jusqu'aujourd'hui, ils prennent des antirétroviraux. Ça, vous ne savez pas combien, vous êtes loin d'imaginer combien ça soulage des familles. Nous avons l'assistance à la procréation avec les dames qui avaient des soucis à enfanter. Nous avons vu dans nos mêmes chaînes de télévision des gens qui sont venus d'ailleurs pour se faire inséminer et accoucher. C'était des Belges. Oui. Vous comprenez qu'à travers ça, la première dame, elle fait œuvre de charité. Et lorsque nous revenons sur le cancer, nous voyons ailleurs dans d'autres États, les États développés, qui ont la justice sociale comme on voudrait la faire entendre, mais qui ne se gênent pas à organiser des galas de charité pour les maladies rares, pour la prise en charge des enfants qui souffrent d'un certain type de maladie. Et lorsque vous avez eu la malchance de côtoyer quelqu'un qui a eu le cancer ou la tumeur, vous ne pouvez pas, on ne saurait dire mieux merci à travers ce genre d'action, parce que j'ai perdu une nièce qui a souffert d'une tumeur et je vous assure, à la fleur de l'âge, elle avait 26 ans, un avenir assez bien tracé, mais ça l'a cueilli
On a tout fait, on est allé jusqu'en Inde, mais elle est partie. Mais chaque fois que c'est possible d'apporter un petit truc pour soulager ces âmes qui ont besoin de nous, je vous assure, il n'y a pas meilleure chose à faire que de saluer une telle action. Et je dirais en seul mot, comme son époux a l'habitude de dire, continuez madame. D'accord. Henri Séverin a semé un mot quand même sur cette actualité. Le cancer fait partie des maladies émergentes dont la résurgence est de plus en plus prégnante dans notre société, décimant de nombreux membres des différentes familles que nous avons dans notre pays. Ce n'était pas le cas il y a plusieurs dizaines d'années. Le cancer était rare. Mais aujourd'hui, dans presque toutes les familles, il est établi qu'on va y trouver au moins une personne qui souffre soit d'une tumeur bénigne, soit d'une tumeur maligne, provoquant la désolation dans les familles, siphonnant le pouvoir d'achat des Camerounais qui ne sont pas déjà très riches. Mais lorsque vous devez avoir affaire à la radiothérapie ou à la chimiothérapie, ça ne se fait pas sans examen. C'est des questions qui siphonnent le pouvoir d'achat et qui peuvent amener les Camerounais même à se trouver dans la difficulté de pouvoir se relancer. Parce que si vous êtes dans l'asphyxie, il peut être difficile de se relancer. L'action de la Première Dame peut donc être perçue ici comme une invite des milieux décisionnels à plus d'implication dans ce type de maladie que nous ne connaissions pas avant, et pas seulement les milieux décisionnels au plan politique, mais les milieux décisionnels au plan économique, au plan juridictionnel, et surtout les partis politiques, parce que c'est dans les partis politiques qu'on éduque la population, qu'on éduque à la citoyenneté, qu'on apprend aux gens à prendre conscience de l'importance de la santé, de l'importance de l'équité, de l'importance de la justice sociale, de telle sorte que les citoyens qui en sont issus puissent donc prendre à bras le corps ces problématiques et influencent les milieux politiques, les milieux économiques et tous les autres milieux pour que ces maladies puissent reculer. Cela va passer par des aspects curatifs, cela va passer par la prévention surtout. Vous savez que nous mangeons tout et rien. Comment est-ce que par la nutrition, par l'exposition aux différentes radiations, nous pouvons tous ensemble œuvrer au recul de telles pathologies. Eric Nguegema, un mot sur cette actualité. Oui, je dirais que l'action de la Première Dame du Cameroun est une action salutaire. Les enfants atteints de cancer ou en rémission de cancer sont toujours des actions à soutenir. Parce qu'un enfant atteint de cancer, je pense que c'est quelque chose de très grave. Il n'a rien demandé, il vient de naître, il atteint d'une maladie rare, compliquée. Et je pense qu'il faut soutenir et saluer toutes les actions. Mais le problème le plus profond, je pense que la question du cancer, c'est une maladie difficile. Donc, l'une des causes est notre alimentation. C'est ce que nous mangeons. Parce qu'il faut savoir que les cellules cancéreuses viennent phagocyter les cellules comme les globules blancs, qui sont les lymphocytes, et qui nous permettent de nous protéger. Ils prennent de la place et ils développent des mécanismes qui détruisent nos mécanismes naturels, qui nous permettent de nous défendre. Donc je pense que la question de l'alimentation est une question importante. Nous, au Parti écologique, nous mettons l'alimentation bio au cœur de notre programme politique, parce que l'agriculture est très importante, ce que nous mangeons. Quand je vois le Cameroun importer du riz, ça me fait mal. Quand je vois le Cameroun importer des poulets congelés, ça me fait mal. Et ce sont cette alimentation purement avec beaucoup d'élevage que nous ne contrôlons pas, qui nous fait consommer des choses que nous ne connaissons pas, qui crée en nous des maladies que nous ne savons pas d'où ça vient, alors que nous sommes un pays en voie de développement, nous n'avons pas toutes les compétences techniques, même s'il y avait des moyens de pouvoir lutter contre ces maladies. Et pour former un médecin cancérologue, ça prend plusieurs années, mais le nombre de malades qui croît, ça montre très bien que la question, il faut plutôt mettre l'accent sur la prévention, c'est-à-dire la qualité de l'alimentation que nous consommons. Et voilà, je pense que c'est important d'aller dans cette direction, et c'est ce que nous faisons au Parti écologique.
D'accord, merci à vous d'avoir pu poser des mots par rapport à ces actions sociales-là, la santé des enfants qui tient à cœur à toute la nation. On va lancer les hostilités quant à cette thématique à vous proposer ce matin en guise de mise en bouche. Nous l'avons dit, nous parlons d'insécurité, plus pratiquement dans la ville de Yaoundé, avec le retour des microbes, ces jeunes délinquants qui ont créé la frayeur le 5 juin dernier du côté du marché Mokolo. Fadjimatou Bengono, le retour des microbes à Yaoundé. Retour des microbes, moi je préfère l'adresser comme une question d'insécurité. L'insécurité urbaine qui va avec tout ce que nous pouvons appeler tout ce qui va comme appel au développement, à la transformation des sociétés. Et nous avons vu à travers, déjà nous l'avons connu en Côte d'Ivoire, et ça a pris des proportions très intéressantes, très graves en RDC, au point où les pouvoirs publics l'avaient adressé de manière radicale. À Douala, nous l'avons vu fin 2024. Ils ont été neutralisés et ici à Yaoundé, nous avons vu ces jeunes un jeudi soir se mobiliser sous la pluie, attaquer les populations, armés de goudins, de machettes. Et lorsque nous avons essayé de regarder le profil de ces jeunes enfants, parce que c'est des enfants, c'est des jeunes, des adolescents pour la plupart, parce que les photos que nous avons vues défiler, c'est des adolescents, ça renseigne de ce que finalement personne n'est à l'abri de l'insécurité. Mais ce que moi j'ai plutôt observé avec satisfaction, c'est le regard que la société, le regard que les Camerounais ont posé sur ces genres d'acteurs qui se sont invités sur le marché Mokolo et ses environs et ont inquiété les populations. Et la réaction des Camerounais qui, comme un seul homme, s'est décliné comme être radicalement contre cette façon de faire, nous renseigne que les Camerounais attachent du prix à la sécurité, les Camerounais attachent du prix à la stabilité, parce que souvenez-vous, ces mouvements de foule peu orthodoxes arrivent quelques jours après un certain rassemblement où on invitait les uns et les autres à prendre d'assaut le Cameroun. Si les Camerounais étaient dans cette prédisposition psychologique, ça aurait été le prétexte idéal pour que les gens rentrent dans ce type de manège pour amplifier, mais que non, les Camerounais ont dit ces gens, ils doivent être sanctionnés. Et Dieu merci, les forces de défense les ont rattrapés. Et de mois après demain, nous en saurons davantage. Mais les informations que nous avons glanées ici et là indiquent qu'il y en a qui sont venus, quelques-uns seraient venus de Douala. Quelques-uns parmi les personnes arrêtées seraient venus de Douala. Est-ce que c'est avéré? Est-ce que c'est des rumeurs? Est-ce que c'est des informations qu'on donne comme ça? De mois après demain, nous en saurons davantage. D'accord. Du moins, ce qui est su par la majorité d'entre nous, c'est que ces jeunes délinquants ont été appréhendés par les forces de la gendarmerie. 14 jeunes adolescents. Henri Séverin à Sembe, la délinquance juvénile. 14 adolescents en situation de marginalisation ou alors évoluant à la marge des règles de la République. Ça appelle à plusieurs types de problématiques à poser. Il faut noter la réaction prompte des forces de l'ordre qui ont pu endiguer le mouvement et mis hors d'état de nuire un ensemble d'acteurs très impliqués. Mais au-delà de cela, il faut observer qu'il s'agit d'adolescents, il faut observer qu'il s'agit de jeunes qui se retrouvent dans cette situation. Quelles peuvent en être les raisons? Naturellement, la grande précarité qui opère à pleine vue dans nos grandes villes qui sont surpeuplées et qui sont devenues un grand réceptacle de toutes sortes d'individus qui ont
à la fois leur place en ville et pour certains qui n'ont pas de place en ville? C'est une question que le gouvernement doit adresser avec une certaine efficacité. La deuxième question pourrait être de savoir comment des jeunes peuvent quitter le cadrage que la société a tracé pour eux pour se retrouver en marge. Il faut noter que s'ils se retrouvent en marge, c'est naturellement des jeunes qui n'ont pas d'identification professionnelle ou d'identification éducative suffisamment affirmée. Donc c'est la question de l'encadrement et c'est la question du chômage qu'il faut adresser là de manière forte. Parce que lorsque vous corrélez ces jeunes à Yaoundé avec ceux de Douala, vous verrez également que à l'extrême nord, quand on parle du Boko Haram, ce n'est pas des vieux comme nous, c'est également des jeunes. Quand vous allez dans le Nozo, c'est également des jeunes. Il peut être indiqué que les institutions publiques regardent avec plus de profondeur la façon de prévenir ces mouvements à travers plus de possibilités d'encadrement, plus de possibilités de captation des énergies que ces jeunes mobilisent pour les insérer dans un cadre politique et leur offrir une perspective. Quand ils font ça, c'est en fait qu'ils sont en train d'indiquer que les perspectives sont de moins en moins ouvertes. Elles peuvent être faibles et c'est le rôle de notre État, c'est le rôle de nous tous de pouvoir encadrer cela. C'est votre lecture, on vaut l'accord de Monsieur le maire. Il faut dire quand même que cette situation crée la frayeur auprès des commerçants en particulier, mais des citoyens également en général. Alors, est-ce qu'on peut aisément établir la responsabilité? Comment comprendre que des jeunes se livrent à des actes de violence? Oui, merci. C'est une préoccupation majeure. C'est même d'ailleurs une interpellation qui est adressée aux différentes autorités. Mais je dirais que les responsabilités à ces niveaux doivent raisonnablement être partagées. Parce que vous savez, c'est une situation qui présente quand même une crise au niveau de l'éducation, au niveau de l'encadrement des jeunes. Et ici, on parle d'éducation et d'encadrement des jeunes. Le premier foyer, c'est le foyer familial. C'est-à-dire qu'il faudrait davantage que les parents soient assez responsables, qu'ils prennent sur eux d'encadrer leurs enfants, de mieux les accompagner. Et de l'autre côté, nous avons les autorités que nous sommes. C'est-à-dire que le maire qui est là pour la préservation, par exemple, de la paix sociale, devrait travailler dans ce sens à permettre à ces jeunes, une fois qu'ils sont soit diplômés ou non diplômés, de pouvoir trouver une activité. Et c'est pour cette raison que nous pensons que dans le cas du Cameroun, nous, en tant que maire, nous avons notre part, notre jeu, notre part de responsabilité en termes d'accompagnement des jeunes. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Donc je pense que les pouvoirs publics, les forces de sécurité, qui sont certainement déjà en train de prendre des mesures pour améliorer la sécurisation de nos villes, de nos campagnes, de nos marchés, vont davantage nous accompagner là-dessus. Vous savez, quand les commerçants sont menacés, c'est également quelque chose qui impacte sérieusement les revenus au niveau de la commune. Donc les maires ne peuvent pas rester en dehors de cette problématique. Ils devraient eux également apporter une solution, une réponse à ces préoccupations des jeunes. Parce que comme le disait Henri Séverin tout à l'heure, c'est forcément quelque chose qui interpelle, à dire que nous avons besoin de trouver des emplois à ces jeunes, à défaut de trouver des emplois tout de suite, pouvoir les encadrer, qu'ils ne soient pas laissés à eux-mêmes. C'est à cela que c'est ce qui conduit, je crois, à ce genre de dérive. Donc aujourd'hui, cette résurgence des microbes est une interpellation à la fois des parents, mais également des autorités. D'accord. Jean-Baptiste Ketchaten, des responsabilités avérées ou qui doivent encore être débattues? Monsieur le maire de Languina
indiquer que les familles sont premièrement responsables, moi je crois que ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas du tout acceptable. Si on doit faire une proportion, la question de l'emploi, qu'évoque M. Assembe, la question de l'insécurité qui est liée au chômage de ces enfants-là, ça découle naturellement des politiques gouvernementales. Et vous constaterez que plus votre politique perdue sur le mauvais chemin, plus l'insécurité grandit. Il y a 30 ans, quand on disait aux voleurs, tout le monde au quartier sortait et on poursuivait le voleur. Maintenant, quand on dit aux voleurs, les gens se barricadent parce que l'insécurité a grandi en proportion et même en nature parce que les bandits sont devenus extrêmement violents. Vous ne pouvez pas dire que ce sont les familles qui sont responsables. Est-ce qu'on va également dédouaner la responsabilité des parents? Oui. Des jeunes quand même qui viennent des familles, l'éducation qui oui, madame, être oui, madame, à la oui, base. madame. On peut absolument dire en ce moment-ci que les familles sont aussi des victimes. Parce que pour qu'une famille ne soit pas victime, il faut que, tendez-leur le micro. Allez donc rencontrer les familles de ces gens qu'on a interpellés. Vous demandez, maman, papa ou tonton, je ne sais pas ce qu'il vit. Pourquoi est-ce que votre enfant est là-bas? Vous verrez que ce sont des gens d'extraction sociale modeste, pour ne pas dire des gens qui viennent des quartiers. On va parler d'emploi pour les jeunes de 15 ans. On parle des jeunes de 15 ans. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on reste dans la réalité, ce qu'on a constaté. Bon, monsieur... On a pu découvrir que c'est des gamins, et donc si on parle des gamins, ça signifie que la part de responsabilité des parents est encore entière. Donc, s'il y a eu parmi eux des jeunes qui auraient 20, 21 ans, 22 ans, on peut encore comprendre qu'à ce niveau, le parent n'est plus totalement responsable et donc le pouvoir public devrait prendre le relais. Donc, c'est pour cette raison que nous pensons que ça demeure une responsabilité partagée. Des gamins de 15 ans, on ne va pas poser le problème de l'emploi pour ces gamins-là. Donc, je pense que c'est juste en termes de raison, de logique, je veux dire. Bon. Monsieur le maire, le RDPC aggrave sa responsabilité quand il dit ce que vous dites là. Si c'est des enfants de 15 ans, c'est encore plus grave. Parce qu'à 15 ans, moi à 15 ans, s'il était 18h, forcément je suis à la maison. On a déjà mangé, on regarde, on fait n'importe quoi. Mais quand un enfant de 15 ans se retrouve... Si je ne suis pas à la maison... Si vous permettez, Jean-Baptiste Ketchaten, pour recadrer un peu et vous suivre, est-ce qu'au sein de nos familles, nous n'avons pas des enfants qui vont à l'encontre de ce que les parents mais nous ne contestons pas le fait que les enfants soient délinquants. Le problème, c'est la cause. Lui, il dit que ce sont les familles. Non, mais comment voulez-vous que des enfants de 15 ans ne soient pas des délinquants quand l'organisation du RDPC, c'est de faire en sorte qu'on fabrique des délinquants? Parce que pour que les enfants soient à la maison, il faut qu'il y ait une maison. Pour que les enfants prennent la douche le soir, il faut qu'il y ait de l'eau. Pour que les enfants étudient leurs leçons, il faut qu'ils soient là à l'école. Le débat, c'est lequel finalement? Le débat, c'est celui-là. Si un enfant de 15 ans se retrouve dehors, c'est fatalement la faute de la société. Ça ne peut pas être la faute de sa mère qui est peut-être au marché en train de chercher. Ça va chercher de l'eau. Pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait des parents responsables quand même. Je ne crois pas que vous puissiez tromper les Camerounais sur ce point-là. Je vous dis, un enfant de 15 ans qui s'en va avec une machette agresser quelqu'un, c'est votre faute. Oui, c'est votre faute. Vous ne pouvez pas chercher la faute ailleurs. Et ce n'est d'ailleurs pas quelque chose d'exclusif au Cameroun. C'est le résultat d'une politique économique et sociale. Madame, votre camarade a dit tout à l'heure, Madame Mimche Bengono, elle a dit tout à l'heure que c'est des phénomènes que l'on a enregistrés ailleurs. Elle a cité des cas à Abidjan, Kinshasa, chez nos frères ici à Brazzaville, et même ailleurs dans des pays dits développés. La France, bon, c'est pas le même cas, mais l'insécurité grandit aussi dans les pays comme la France. D'accord, mais toutefois, selon vous, la responsabilité familiale, elle n'y est pas. Je n'ai pas dit qu'elle n'y est pas, mais si on doit faire des proportions, oui, c'est 99% pour le RDPC et 1% pour les familles. Familiale. Fadimata Bengono. Je voudrais vraiment qu'on s'entende. Il y a ce qu'on appelle le bon sens, qui est la chose du monde, disait quelqu'un, la mieux partagée. Lorsque les lois existent, si les lois existent,
c'est parce qu'il y a des prédispositions que des individus se retrouvent à la marge de la société. Et les lois sont là pour réguler ce type de comportement. Si on parle de la délinquance juvénile, ça veut dire qu'il y a c'est des choses qui vont de soi. Maintenant, lorsque un parent, quand on voit des enfants, des gamins de 15 ans, nous avons vu des photos, et c'est vrai qu'il y en a qui paraissent plus vieux, mais quels sont ceux que ces jeunes-là agressent? C'est des jeunes gens comme eux qui sont en train de se chercher au marché. Ces enfants-là seraient ceux qui se cherchent au marché, ceux qui font des activités commerciales, ils vendent tout et n'importe quoi. Ceux-là seraient tombés du ciel, ou bien non pas des parents. C'est parce que quelque part, les parents ont failli. Il y a un problème d'éducation. En même temps, si nous voulons tout politiser, je crains que le Cameroun aille à volo avec ce type de raisonnement qui voudrait que on voit le RDPC. Demain, quelqu'un ne pourra pas faire des enfants. Il va dire c'est parce que le RDPC n'aimait pas suffisamment je ne sais trop quoi, pour que l'homme féconde l'ovule qui lui est plus. Non, soyons sérieux. Il y a un phénomène, la délinquance urbaine, le grand banditisme urbain. Quand vous voyez les grandes sociétés, comme les sociétés américaines, les sociétés françaises, les sociétés occidentales, c'est des choses qu'on vit chaque jour. En France, ils sont même allés plus loin. Aujourd'hui, si un enfant porte des actes, mène des activités de délinquance, comme le cas des agressions, comme nous voyons un peu partout, qu'est-ce qu'on interpelle? Les parents sont interpellés au premier chef. Et il était question même, ils sont allés jusqu'à penser à retirer certaines allocations aux parents qui se défilent dans leur responsabilité. Se dédouanent de leur responsabilité face à leurs enfants. Il ne faudrait pas qu'on fasse comme si on était tombé sur Mars. On ne peut pas parler de chômage des enfants de 15 ans. On ne peut pas parler de problème d'emploi pour les enfants de 15 ans. Il y en a qui sont dans la déperdition scolaire. Oui, je peux comprendre qu'on peut interpeller en ce moment-là les collectivités locales décentralisées qui doivent mettre sur pied des cadres de récupération. On va y revenir dans la recherche des solutions. D'accord. Eric Nguengim, voir des jeunes comme ça se livrer à des actes de violence avec des armes blanches, comment comprendre? C'est assez triste, je pense, d'abord pour ces enfants-là qui mènent ces actes parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Je pense qu'il est clair de poser le problème de manière fondamentale. Je suis candidat à l'élection présidentielle parce que je porte un projet, et le projet du Parti écologique, la jeunesse en fait partie. Je pense qu'aujourd'hui au Cameroun, il est clair que l'école d'aujourd'hui n'est plus adaptée aux emplois de demain. Les jeunes aujourd'hui vont à l'école, on ne sait pas pourquoi faire. Ils vont à l'école alors que les niches d'emploi ne sont pas adaptées à l'école qu'ils font. Donc, directement, on voit qu'on forme des jeunes qui ne peuvent pas gagner leur vie, qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas être dans le monde de l'emploi, mais dont les universités ont des programmes qui ne sont pas adaptés. Donc, je pense qu'il faut réformer le Cameroun en profondeur, à tous les niveaux. Est-ce que nous voyons le phénomène des microbes, comme on appelle de manière vulgaire, montre un malaise global qui commence par notre éducation qui est en panne. Ensuite, au niveau même des familles, il y a une responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, la délinquance, l'école est le lieu pour encadrer les jeunes. Quand les jeunes n'ont plus l'école qui convient, forcément à la maison, ils n'obéissent plus à leurs parents. Ça veut dire qu'il y a une défaillance aussi au niveau familial. Et puis ça, c'est la responsabilité de l'État. Parce que l'État doit être protecteur. C'est ce qu'on appelle l'État régalien. La sécurité relève du régalien. C'est-à-dire que l'État n'a pas d'excuse de dire pourquoi les Camerounais peuvent se retrouver à un moment dans l'insécurité, dans l'inconfort. Donc je pense qu'il y a une grande responsabilité de l'État sur ces questions-là. Et je pense également qu'il faut qu'il y ait des réformes qu'il faut à tous les niveaux, au niveau de l'éducation, je parlais, au niveau de l'avenir des jeunes, au niveau du taux d'employabilité qui est très bas. Même pour ceux qui réussissent à avoir des diplômes, ils sont au chômage. Donc je pense que c'est tout ça, c'est la conséquence de ces réformes qu'il faut affronter courageusement au Cameroun et qui fait partie de mon projet politique pour l'avenir. Alors, la recherche de solutions, parce qu'on aimerait bien que cela cesse. Comment appréhender donc les solutions? Fadjimatou Bengono. Nous l'avons dit, déjà la cellule familiale, les parents doivent prendre conscience de ce que l'enfant nous appartient d'abord avant d'appartenir à la société. C'est vrai que l'État, c'est l'ensemble, c'est le conglomérat des familles et tout, mais l'enfant appartient d'abord à la famille,
avant d'appartenir à la société. Nous devons nous arrimer parce que le monde a changé. Je suis un peu souvent très gêné lorsqu'on conjugue la vie au passé. Les choses vont tellement vite qu'on ne peut plus penser que par le passé, votre enfant pouvait faire une bêtise, le voisin le corrigeait, ça ne posait pas un problème. Aujourd'hui, parmi nous, très rares sont ceux qui peuvent accepter que leur enfant soit corrigé par le voisin. Donc, quand vous adoptez cette façon de fonctionner, sachez que la responsabilité et l'éducation de votre enfant vous engage d'abord. Et maintenant, la société peut vous accompagner. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, aussi longtemps qu'il existera l'État, aussi longtemps qu'il existera la société, il y aura toujours des dérives. Il faudrait maintenant que ces dérives soient sanctionnées. C'est pour cette raison qu'il y a des prisons pour mineurs. Parce que l'excuse qui voulait que lorsqu'un enfant pose un acte, on dit qu'il n'est pas encore pénalement responsable, ce n'est plus ça. Il faut qu'il y ait des sanctions pour attirer l'attention. Parce que si un enfant porte une machette sur vous, il vous coupe, vous allez mourir. Il faut qu'il comprenne que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. La machette ne saura pas qu'il est mineur. Oui, la machette, ça va vous tuer. Il faudra qu'il comprenne qu'il a posé un acte qui n'est pas orthodoxe et il doit être sanctionné pour cela. Maintenant, la récupération de ceux qui sont récupérables, parce qu'il faut aussi le dire, il y en a qui réussissent toujours à s'échapper des mailles de filet. Nous avons dans les communes, les centres multifonctionnels, où les enfants qui n'ont pas pu faire la bonne école sont récupérés et resocialisés à travers des petits métiers. Ça existe. Il faudrait que le parent qui n'a pas pu accompagner son enfant à l'école trouve au moins cette passerelle-là dans les communes pour insérer son enfant afin que son enfant apprenne un métier, mais en gardant à l'esprit que quel que soit ce que la société aura fait, il y aura toujours des gens marginaux qui se mettront à la marge de ce qu'il faut faire. Mais la loi est là pour sanctionner. Et ça a été le cas. Il faut que ces gens-là soient sévèrement sanctionnés. Parce que les enfants de leur âge, oui, ils vendent dans les marchés. Les enfants de leur âge, ils travaillent dans les chantiers. Les enfants de leur âge, de 20-25 ans, ils trouvent quelque chose à faire. Donc si un enfant a 25 ans, il choisit d'aller plutôt couper son alter ego parce qu'il veut arracher sous le fallacieux prétexte que la société ne l'a pas professionnellement socialisé, c'est trop facile. Jean-Baptiste Ketchaten, la recherche de solutions efficientes. Il faut d'abord que le pouvoir reconnaisse que c'est sa politique qui produit cela. Parce que quand le RDPC nous dit non, c'est pas nous, c'est les familles, c'est scandaleux. Qu'est-ce qu'il y a de plus politique que l'éducation et la sécurité? Vous dites qu'il ne faut pas tout politiser. C'est ça la politique. La politique, c'est de faire en sorte que les enfants de 15 ans soient à l'école, soient dans un centre de formation, soit à la maison en train de s'occuper des plus jeunes, ou bien d'attendre que les parents rentrent. Si les enfants de 15 ans se retrouvent dans la rue, c'est votre faute, madame. C'est votre faute. Ça ne peut pas être la faute de quelqu'un d'autre. Priez de vous servir de votre cerveau. Vous n'êtes pas venu ici pour me donner... Non, quand je dis vous, c'est pas vous comme individu. Oui. Je veux dire vous. Parlez, utilisez votre cerveau sans m'interpeller. Non, c'est pas vous, madame. Je sais que vous aimez ce genre de petites piques là, mais ce n'est pas... Moi, j'ai pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. Moi, je pense donc, vous ne pouvez pas dire... Oui, vous ne pouvez pas dire... La première des choses, donc, c'est que le pouvoir, le RDPC doit reconnaître que sa politique est mauvaise pour le pays. Et une fois de plus, ce n'est pas spécifique au RDPC. Partout où il y a des politiques qui ne sont pas inclusives, le résultat est pareil, que ce soit dans un pays riche ou dans un pays pauvre. Que ce soit dans un pays où les structures familiales sont fortement attaquées ou dans des pays où les structures familiales sont encore relativement en place comme ici. Donc, quand on dit cela, je ne peux pas comprendre que les gens nous renvoient à la figure, vous politisez tout. De revoir le premier problème, c'est de dire que cette politique-là est mauvaise, elle doit changer. Et ensuite, affecter les ressources, constituer d'abord les ressources et les affecter en fonction des besoins de la société. Parce que certains vont nous dire, là, il n'y a pas suffisamment d'argent pour encadrer tous les jeunes. Il y a des jeunes qui se débrouillent, tout le monde ne vole pas. C'est vrai. Mais par rapport à ce que vous volez et ce dont les gens ont besoin, si on met tout cela dans la balance et qu'on fasse une petite comparaison, qu'est-ce qu'on dira? Parce que vous nous dites, oui, il faut se débrouiller dans la vie, c'est vrai. C'est vrai, mais la délinquance du RDPC, elle cause bien plus de dégâts. Elle est directement liée. Pour en sortir. Pour en sortir, c'est ça, il faut arrêter la délinquance du RDPC. C'est elle qui est la cause de tout ça. Henri Séverin Assébé, la recherche de solutions efficientes.
Plusieurs variables concourent à l'émergence d'un phénomène de marginalisation. Et pour celui qui concerne les microbes, je vais m'intéresser à une variable particulière, le pouvoir d'achat. Comment est-ce qu'il opère? Si un ménage a des charges qui sont supérieures à son pouvoir d'achat, c'est évident que sa capacité d'encadrement va flancher et il est très possible que les enfants de ce ménage se retrouvent sous le joug de l'encadrement de la rue. Et ça peut produire tout ce que ça peut produire. Le pouvoir d'achat structure que si les jeunes ne trouvent pas de perspectives qui répondent à leurs besoins d'insertion socio-professionnelle, il est possible qu'ils puissent se débrouiller et répondre à ce que eux, ils peuvent appeler insertion socio-professionnelle. Je voudrais bien indiquer, et je suggère qu'on ne l'occulte pas, c'est un phénomène qui s'est déployé à Yaoundé. Hier, c'était Douala. Avant-hier, c'était le nord-ouest et le sud-ouest. Et il y a quelques moments, c'était dans le Grand Nord. Si le phénomène se déroule déjà à Yaoundé en plein jour, c'est pas la nuit, c'est en plein jour. Et qu'est-ce que nous avons observé sur les images? Une bande de jeunes qui opèrent de manière visible et visible en plein jour, ce qui est quand même rare, parce que lorsque il faut opérer en termes de violence dans un contexte de marginalisation, on essaie de se cacher parce qu'on sait que la réglementation et la législation sont contre vous. Vous choisissez un comportement marginal. Mais quand vous opérez en plein jour, il faut aller au-delà des simples problématiques qui sont visibles pour nous attaquer en profondeur à la question du pouvoir d'achat des Camerounais. Si celui-là est attaqué, vous savez, un enfant qui mange 3 fois par jour a de très peu de chances de se retrouver dans la rue. Un enfant qui est inscrit dans une école a très peu de chances de se retrouver dans la rue. Un enfant qui a des perspectives tracées a très peu de chances de pouvoir se retrouver dans la rue. Or, les éléments que je suis en train d'évoquer sont très corrélés au pouvoir d'achat des ménages. Et le pouvoir d'achat des ménages n'est pas que le fait des ménages. Le pouvoir d'achat des ménages est structuré par les politiques publiques qui visent l'amélioration des vies des citoyens. C'est valable au niveau étatique, c'est valable au niveau des collectivités, c'est valable au niveau des établissements publics administratifs ou autres. C'est également valable dans le corps social, parce qu'il y a les acteurs de la société civile qui doivent aussi s'impliquer. Depuis que ce phénomène a émergé, on voit les partis politiques, mais on ne voit pas les acteurs de la société civile qui semblent représenter les citoyens organisés dans la mesure où on pense que la démocratie représentative est en crise. On voudrait aussi les voir s'impliquer, dire aux citoyens que la marge n'est pas une bonne chose. Travaillons tous pour que l'équilibre revienne et que le Cameroun puisse poursuivre sa marche vers sa prospérité. Une triste réalité, on va le dire ainsi, face à ces jeunes-là qui œuvrent dans la violence, la délinquance au quotidien. Eric Guéguim, nombreux décrets également la consommation de stupéfiants du côté des jeunes. Comment est-ce qu'on peut arriver à des solutions vraiment efficientes? Écoutez, la consommation des stupéfiants pour les jeunes, c'est quelque chose de regrettable. C'est quelque chose qui montre que notre jeunesse elle a l'abandon. Et lorsqu'on voit les stupéfiants en milieu scolaire, comme je rencontre souvent, ça montre qu'il y a un réel problème de l'école. L'école publique a un réel problème. Je pense qu'il faut une réforme profonde de notre système scolaire, je l'ai déjà dit, du système universitaire. Il faut encourager la formation professionnelle. Il faut également reconvertir les jeunes. Il faut moderniser nos prisons. Donc j'ai fait une dernière visite il n'y a pas longtemps et je vois que l'éducation en prison est quasi abandonnée. Or, pour moi, un jeune, même s'il est en prison, a droit à une forme d'éducation, ce qui est complètement absent. Donc je pense que la réforme de notre système éducatif
l'amélioration et l'accessibilité, le taux d'accessibilité à la formation professionnelle pourrait permettre à un jeune, parce que croyez-moi, il n'est pas normal que dans un pays, un jeune puisse ne avoir rien à faire. Ça ne s'explique pas. Le gouvernement doit tout faire pour qu'un jeune qui décroche à l'école conventionnelle puisse au moins avoir un métier. C'est une obligation, c'est le rôle de l'État. Ça s'appelle l'État protecteur. Lorsqu'on a ça comme ambition, parce que voyez-vous, aujourd'hui au Cameroun, le budget le plus élevé, c'est payer les intérêts de la dette. Le deuxième budget, c'est celui de l'éducation. Pensez-vous que, étant le deuxième budget du pays, est-ce que l'éducation, ça fonctionne? Non. Ça veut dire qu'il y a un problème de réforme, il y a un problème organisationnel. Il y a les moyens, mais ils sont affectés au mauvais endroit. Et je pense qu'en menant courageusement les réformes qu'il faut, ça va limiter la conséquence. Parce que le phénomène des microbes est la conséquence d'une certaine déviance qu'on observe chez nos jeunes, dont on a la conséquence. Donc il faut qu'on aille directement aux causes. Et les causes profondes, c'est la réforme profonde de notre éducation. Sans vouloir vous couper, Eric Nguéguimon, également ce gouvernement qui invite les jeunes à l'entrepreneuriat. Bien évidemment, l'entrepreneuriat, il faut savoir qu'au Cameroun, le premier employeur sur le secteur privé, ce n'est pas l'État. Il est important de le rappeler. Et que si on n'encourage pas les jeunes vers l'entrepreneuriat, tous les jeunes ne pourront pas avoir un travail dans la fonction publique. Vous voyez. Donc ce qui est important, j'ai échangé avec le ministre de la Jeunesse il n'y a pas longtemps sur un projet que j'essaie de mener avec lui. C'est le projet de formation de 1000 jeunes en énergie renouvelable, dont je suis le pionnier. Et j'ai demandé au ministre qu'il fallait qu'on fasse 100 jeunes par région. Pourquoi? Parce que la décentralisation est quelque chose d'important. On ne peut pas former 1000 jeunes en énergie renouvelable et ne pas les répartir sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça que réorganiser notre éducation, réorganiser la formation professionnelle, pour moi, reste la clé pour pouvoir endiguer tous ces problèmes de vol, de grand banditisme des jeunes. Monsieur le maire, comment faire pour récupérer notre jeunesse? Oui, je pense que il est important qu'on revienne un peu sur certaines choses. La violence est un phénomène qui obéit à un processus. Ce n'est pas un phénomène, on va dire, ab nihilo. Donc aujourd'hui, lorsqu'on veut régler un problème, il faut d'abord se situer dans le fait que tout se fait de façon participative. La famille, c'est le premier rempart. L'État, les pouvoirs publics ont une responsabilité générale, une responsabilité globale sur l'ensemble des orientations qui vont être données. Mais si le maillon essentiel qu'est la famille ne joue pas son rôle, il est fort probable qu'on vire toujours vers une dérive. Je vais prendre un exemple. Lorsque nous sommes devant nos télés, ce n'est pas pour rien que lorsqu'il y a un film qui passe ou une émission, on indique très bien au bas de l'écran moins de 12 ans, plus de 14 ans, mais combien de parents prennent la peine de contrôler ce que leurs enfants regardent à la télé. Aujourd'hui, nous avons plusieurs choses qui concourent à l'éducation de nos enfants, parfois sans nous-mêmes, sans l'État, c'est-à-dire que nous avons la télé, nous avons les réseaux sociaux. Si les parents démissionnent de leurs responsabilités, on va toujours arriver à ce phénomène. C'est pour ça que j'ai parlé de responsabilités partagées tout à l'heure. Parce qu'il s'agit dans un premier temps de mettre en place des lois qu'il faut, mais également que les différents acteurs et les principaux, c'est la famille, c'est les parents, toujours en matière d'éducation. Si votre parent choisit d'utiliser ses revenus uniquement pour la bière et vient dire, écoutez, je n'ai pas eu assez d'argent pour inscrire mon enfant, c'est pour cette raison qu'il est resté à l'école. Vous allez me dire que c'est toujours les pouvoirs publics qui viendront rappeler à ce parent ses devoirs. Je pense qu'il y a nécessité qu'on revienne sur ces fondamentaux-là. Si la famille se porte bien en termes d'éducation, en termes de responsabilité, en termes de responsabilisation même des parents, pour les pouvoirs publics, les autorités viendraient tout simplement compléter ce travail initial qui aura été réalisé par les parents, et on arrivera à une société pas totalement parfaite, mais une société où on n'assiste pas à ce genre de phénomène. Donc j'interpelle mon frère Jean-Baptiste qui peut-être a compris autre chose, parce que nous n'avons pas dit qu'il s'agit de la responsabilité des parents. Nous avons dit, dans un développement qui se veut participatif, les parents doivent jouer leur rôle, les pouvoirs publics le leur.
Mais monsieur le maire, vous ne pouvez pas dire comme ça parce que les parents ont leurs responsabilités, c'est vrai, mais les parents sont des citoyens comme ces jeunes enfants. Donc je pense que l'État a un rôle crucial, primordial dans cette situation. Quand l'État veut sanctionner, quand l'État veut réparer, quand l'État veut créer, il ne demande pas l'avis des parents. Parce que c'est parents... que je fasse un schéma pour dire numéro 1, numéro 2. Non, le problème qui est important, ce qui est important, je pense... n'a pas de procédure, n'a pas de... Non, quand vous dites comme ça, on a l'impression que les parents... Monsieur le maire n'a pas dit qu'il s'agit d'une affaire des parents. Monsieur le maire a dit... Vous savez... Est-ce que les responsabilités sont partagées ou pas? Elles ne sont pas partagées, on peut dire. Oui, parce que quand l'État veut sanctionner, il ne demande pas l'avis du parent. Un enfant de l'école, lorsque les parents veulent faire des enfants, ils demandent pas l'avis de l'État. Mais l'enfant, dès qu'il est né, il appartient au citoyen. L'enfant est un citoyen. Le parent est un citoyen. Voilà, autant de choses. Parce que je ne sais pas si les politiques publiques ça donne la sensation que l'État pourrait, que les parents pourraient faire ce que ont plus de pouvoir que l'État. Voilà. Et ça laisse, je dis ça laisse. Non, nous sommes clairs. Il y a des gens qui nous écoutent. Il ne faut pas qu'il y ait de la confusion. Il ne faut pas qu'il y ait de la confusion. Non, mais je pense que c'est assez clair. Monsieur le maire dit clairement qu'il y a les responsables de sécurité et de la compétence de donner quel contenu on veut partager. Institutions publiques, il ne faut pas que le contenu que vous vouliez donner ne soit pas celui que moi je suis en train de donner. Parce que je pense que dans partager, c'est que nous sommes dans un ensemble. Partager, on peut entendre 50-50, ce qui n'est pas le cas. On peut l'entendre. C'est pour ça que je veux que vous soyez précis. On peut l'entendre. On peut l'entendre 50-50, ce qui n'est pas le cas. Oui, mais bien sûr, on peut l'entendre. Vous n'avez pas été précis. Si vous êtes précis. Essayons de vous comprendre. Maintenant, la part des parents, c'est combien? C'est combien? Il faut le dire. C'est ça qui est intéressant. Il faut le dire. Parole à Fadima Toubé. Et là, ce serait mieux. Sincèrement, il y a un auteur qui disait que lorsqu'on est préparé à être soi-même une autorité, on obéit à l'autorité. Parce qu'il y a des choses qui vont de soi. Vous ne pouvez pas être dans la posture de ceux-là qui voulaient, qui envisageaient, qui vous projetaient à prendre en main un pays comme le Cameroun et vous faites de la prestidigitation en pleine télévision. Personne ne va jamais dire que l'État, qui est l'ensemble, qui coiffe toutes les familles, n'est pas responsable. En revanche, on ne saurait dédouaner la responsabilité des parents. Et nous devons intégrer que chacun éduque son enfant comme il le ressent. Parce qu'il y a des parents qui ont seulement l'habitude de regarder leurs enfants pour qu'ils se rangent. En revanche, vous, parents, vous allez parler à votre enfant matin et soir, il ne va pas obéir. Ça ne veut pas pour autant dire que non, l'État qui est vous, qui est moi, qui sommes nous tous, va s'inviter en gendarme et commencer à fouetter tout le monde. Donc, chacun doit faire son travail. Et le premier élément de socialisation de l'enfant, on enseigne la politesse, on enseigne le respect, c'est la famille. Et tant que la base familiale a flanché, si vous voulez trouver le prétexte, vous trouvez des excuses. Je vais vous dire, je suis enseignante. Oui. Je me souviens, il y avait des parents qui s'amenaient. À l'époque, j'enseignais au cours préparatoire. Quelqu'un s'amène, elle vient me voir parce qu'elle veut que je m'occupe de son enfant. Et je vais vous dire, les parents venaient avec, parfois quelqu'un vient avec un billet de 1000 francs, 500. Moi, je t'appelle. Je lui dis, madame, ce que vous devez intégrer. Moi, je suis déjà contente que vous soyez venue. Mais ce que vous devez faire, vous devez accompagner votre enfant. Pour accompagner votre enfant, il suffit seulement de lui accorder une petite attention. Le temps que vous avez pris pour venir ici, ça veut dire que le soir à la maison, quand il revient, prenez 30 minutes, demandez-lui ce qu'il a fait à l'école. Le fait de lui demander ce qu'il a fait à l'école, même si vous ne savez pas lire, il aura l'impression, parce que l'enfant sait toujours que le parent connaît tout, que le parent est soucieux de sa formation. Et ça lui permet d'être rangé.
Et faites-le, vous vous rendez compte que les enfants sont très en train à vous dire, nous avons fait telle chose, nous avons telle difficulté. Est-ce que vous savez quand même que nos enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison? Il ne faudrait pas que... Est-ce que vous savez que nos enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison, qui sont plus éduqués par les maîtresses que les parents? Et c'est très dangereux. Vous le savez au moins en termes d'heures par semaine, que nos enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. C'est comme M. Guéguim dit, c'est exactement ce qui se passe de nos jours. Nos enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Permettez, lorsque nous mettons les enfants en congé, les parents sont les premiers, après 2 semaines, à vous demander quand est-ce qu'ils retournent en classe parce qu'ils nous embêtent à la maison. Vous ne devez pas vous débarrasser de vos enfants. Prenez également le temps d'échanger avec votre enfant parce que la parole que vous donnez est plus importante que la parole de l'enseignant parce que l'enseignant est chargé de l'instruction. Pour que l'enfant soit formé, puis il y ait la formation intégrale, il a besoin de votre éducation, il a besoin de mon instruction, il a besoin d'autre chose, l'éducation. On est d'accord là-dessus. Et voilà qui est dit. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème il faut savoir que les enfants passent plus de temps à l'école que dans la famille. Donc, le caractère de l'enfant, ce qui pose, l'État a une grande responsabilité par rapport aux parents, vu ce temps d'éducation qui n'est pas un temps partagé. Une transition et revenir débattre sur la première thématique proposée ce matin. Nous parlons de politique présidentielle 2025. Que valent réellement les partis dits d'opposition? Grand débat sur Cam10 Télévision. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites bien d'être des nôtres. Nous abordons à présent la première thématique présentée ce matin. Nous parlons politique. Une lecture, un regard sur la scène politique au Cameroun avec l'élection présidentielle qui est dans les starting blocks. Jean-Baptiste Ketchaten, du côté des partis dits d'opposition, beaucoup d'alliances faites, défaites, non faites, beaucoup de dits, beaucoup de non-dits. Comment se porte réellement l'opposition au Cameroun? L'opposition au Cameroun est dans un... comme le RDP se veut. Les petits piquants, mais allons-y. Bon, on a coutume d'entendre ça. C'est le Cameroun, toujours un et indivisible. Des points de vue divergents, mais on avance quand même. Jean-Baptiste Ketchaten a la parole. Oui, l'opposition au Cameroun se porte de manière un peu... Elle vit une situation un peu ambiguë. Elle représente la majorité de l'opinion. Mais, politiquement, elle est faible. Elle n'est pas capable de renverser l'ordre établi, d'imposer la volonté de ceux qui ne sont pas d'accord. Donc c'est une situation un peu bizarre, mais qui est compréhensible quand on connaît l'histoire du Cameroun, quand on connaît l'environnement dans lequel on se meut actuellement. Et avec vous, on va quand même s'édifier. Parlons du groupe de Douala. On parle de certaines infidélités. Qu'en est-il concrètement du côté du groupe de Douala? Infidélité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Dans le groupe de Douala, nous avons un camarade, on est un délégué, un camarade, pour discuter avec tous ceux qui s'y retrouvent. Donc je ne sais pas ce que... C'est vrai qu'on a... Est-ce que le groupe de Douala se porte bien? Il pourrait se porter mieux, bon, mais ça va. Ce n'est pas... les gens en ont beaucoup fait ces jours-ci, mais ce n'est pas ce que les gens... La situation du groupe de Douala n'est pas celle que certains ont voulu décrire, j'ai vu dans la... Qu'est-ce qu'il en est donc des mots? Éclairez-nous, Jean-Baptiste Ketchaten. Il en est que le groupe de Douala fait face à la réalité camerounaise. C'est-à-dire que c'est difficile d'établir des règles et de les respecter. C'est difficile d'aller vers l'objectif que l'on s'est fixé sans... accepter de traverser des obstacles et accepter que la règle peut être difficile à suivre. C'est tout, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous avez dû voir hier le communiqué que l'on a, le dernier communiqué qu'on a fait et qui indique qu'on avance. Mais certains nous disent ça a implosé, comme vous dites. Bon, bref, le groupe de Douala, c'est un groupe qui exprime la volonté de l'écrasante majorité des gens au Cameroun qui sont victimes du système, qui veut que les choses doivent changer. Mais pour que les choses changent, il faut que l'on s'organise. Ce qui manque le plus à l'opposition aujourd'hui, ce n'est pas
la volonté des populations de voir les choses changer, mais c'est qu'elle n'est pas organisée pour connecter cette volonté-là aux organisations du changement. Pour que les choses changent, il faut être organisé, il faut respecter les règles que l'on s'est données. Vous allez entendre des gens qui disent on se plaint de ceci, il y a eu telle exclusion. Mais nous sommes dans un pays où on a réussi à convaincre les gens que appliquer une règle, ce n'est pas acceptable. Mais on se plaint tous les jours, tel ministre du RDPC, il a volé, tel autre représentant du gouvernement, il a cassé ceci. Bon, et on ne les a pas sanctionnés. Donc, à un moment donné, il faut que l'on accepte la règle comme étant notre guide. Surtout quand on a un but aussi important que celui de changer le Cameroun. D'accord. Eric Ngege, qu'en est-il du côté du Parti écologique du Cameroun? Le Parti écologique du Cameroun se mobilise et en rang serré pour affronter les différentes élections à venir, notamment l'élection présidentielle, législative et municipale. Commençant par la présidentielle, nous sommes prêts à pouvoir faire valoir notre programme de réforme. Comme je l'ai dit, la société camerounaise, il y a beaucoup de problèmes. Il faut réformer complètement. Dans un pays, on se rend compte que le premier budget aujourd'hui au Cameroun, c'est payer les intérêts de la dette, alors que les gens ont besoin de l'argent pour vivre. Donc je pense que tout ça, il faut réformer. Et nous sommes prêts à aller à l'élection présidentielle avec notre programme pour proposer nos différentes réformes. Comme quoi, un parti écologique du Cameroun qui est plutôt serein. L'écologie est fait par... Les Camerounais sont écologistes par essence. Il faut le savoir que depuis nos indépendances, le Cameroun a toujours connu une politique qui n'est pas adaptée à la réalité. Le Cameroun devrait connaître l'écologie depuis très longtemps, parce que tous sur le plateau, nous savons que le Cameroun est à 80% agricole. Alors la question est toute simple. Comment l'Afrique, de manière globale, le Cameroun en particulier, est un pays agricole, est un pays minier qui a du bois, etc., des matières premières, le pétrole, le gaz, à 80% agricole, puisse pratiquer une autre politique qui n'est pas l'écologie. J'entends parler du libéralisme, j'entends parler de tous les ismes que j'entends. Est-ce qu'ils correspondent à la réalité? La réponse, c'est non. Le Cameroun, depuis son indépendance, a toujours été gouverné par une politique qui ne correspond pas à la réalité. Parce que 80% de la population camerounaise, elle est rurale. C'est une population rurale, agro-pastorale, avec l'élevage au nord, dont l'écologie est la seule politique qui sied et qui est conforme à la réalité. Et j'aimerais aussi rappeler une chose à l'autre téléspectateur. L'écologie n'est pas uniquement l'environnement. L'écologie, c'est l'éducation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut créer les métiers d'avenir. Par exemple, parlons du cas du solaire. Si on veut aujourd'hui résoudre la question de l'énergie avec l'énergie solaire, il faut bien qu'on ait des jeunes formés dans le domaine pour pouvoir dépanner des installations dans nos villages. Donc il faut une réforme de l'éducation. Si on veut aujourd'hui, à l'aide du solaire, dans le médical, c'est-à-dire électrifier les dispensaires, les hôpitaux avec l'aide du solaire, vous comprenez bien que dans le personnel sanitaire, il faudrait des gens formés dans ce domaine. Parce que lorsqu'il y a une panne dans un hôpital, il faudrait que le personnel technique soit formé dans le domaine pour dépanner. Donc, vous voyez que la réforme, elle est profonde. Elle est profonde, elle touche tous les domaines, et c'est ça que l'écologie touche également tous les domaines. Au domaine de l'économie, le domaine sur l'économie, la digitalisation de l'administration, qui est pour moi un élément clé de lutte contre la corruption, qu'un élément clé pour réduire les coûts, qu'un élément clé pour aller plus rapidement dans l'obtention des documents. Il faut de la formation, et ça, c'est dans notre programme du Parti écologique. D'accord, on vous aura compris là-dessus. Henri Séverin Assembé, quelle est votre lecture de la scène politique au Cameroun? La scène politique au Cameroun est dominée par la fièvre en vue de l'élection suprême qui devra permettre aux citoyens camerounais de pouvoir décider de qui devra conduire la barque pendant les 7 prochaines années. Et lorsque nous observons le comportement des partis politiques, nous avons des tendances qui se dessinent. Nous avons des partis qui ont des élus et des partis qui n'ont pas d'élus. Vous allez me permettre, dans la segmentation stratégique, de ne m'intéresser qu'aux partis qui ont sollicité des suffrages auprès des populations, notamment le RDPC, dont j'ai quelques représentants en face, l'UNDP, l'UDC, le parti de Issa Chiroma, le PCRN, tendance Cabral-Libi,
l'UMS, je ne sais pas s'il y en a encore qui manquent à l'appel. Lorsque j'ai dit cela, nous observons que pour ce qui concerne le maillage territorial, il y a une forte domination du RDPC qui est présent sur l'ensemble des 360 arrondissements. Et chacun des arrondissements correspond à peu près à ce qu'ils appellent là-bas une section. Et quand vous avez une section, à l'intérieur, ils disent qu'ils ont des sous-sections, des comités de base et parfois des cellules. Ça vous donne un peu une image de ce que peut être l'organisation au sein des arrondissements. Lorsque vous observez l'UDC, l'UDC donne clairement l'impression qu'il s'agit d'un parti qui a choisi sa zone de déploiement, tout comme le parti de Issa Chiroma. Le PCRN se trouve dans le Nyon-Ekele et un peu dans la région du littoral. L'UMS, c'est à Bafang, c'est-à-dire que c'est le fief de l'UMF, de l'UMS. L'UNDP, qui est la principale force politique, ne donne pas l'impression de vouloir, de la seconde force politique au Cameroun, ne donne pas l'impression de vouloir présenter un candidat à la prochaine élection présidentielle. Donc elle risque de consolider son dialogue porteur avec le RDPC, parce que l'UNDP et le RDPC travaillent main dans la main depuis 2004, la Maison du Renouveau. Donc il y aurait des accords dont je ne connais pas le contenu, mais qui me permettent quand même d'observer que Bello Bouba Maïgari est dans le gouvernement depuis pas mal de temps et il n'entend pas en sortir. Dans cette configuration, l'observateur de la scène politique que je suis a l'impression que l'élection est déjà jouée d'avance. Jouée d'avance parce qu'il y a une grande coalition autour du RDPC qui consolide son assise, qui lui permet d'envisager une perspective meilleure que celle des autres. Du point de vue de la société civile, voilà un peu le ressentir que nous avons, et nous espérons bien que les autres forces politiques... Comme quoi, politiques, une soif de réaction des partis dits d'opposition, comme quoi... Ce n'est pas notre votre rôle. ressenti en fait. Notre rôle consiste à observer la scène et à poser la photographie. Et pour la société civile, il semble évident que le parti qui a l'assise territoriale la plus forte et autour duquel on a une coalition plus forte, parce que si vous avez une alliance RDPC, UNDP, qui sont les principales forces politiques au Cameroun en ce moment, il peut être évident, il ne faut pas être sorcier pour imaginer que le candidat de cette coalition a de l'avance sur les autres pour remporter l'élection. Maintenant, nous, au niveau de la société civile, pour en sortir, oui, nous nous posons donc un ensemble de questions pour les citoyens. Que propose cette coalition pour l'avenir? Comment allons-nous discuter avec elle pour améliorer les conditions de vie des citoyens qui se plaignent au quotidien? Comment avec elle nous allons renforcer le processus de décentralisation qui se positionne quand même aujourd'hui comme la réforme de l'État qui suscite de l'espoir auprès des citoyens? Et comment avec elle nous allons rentrer dans des grands combats tels que les combats du développement durable avec la finance verte et tout ce qui comporte l'écologie? Comment est-ce que nous allons discuter sur le renforcement ou l'accélération de la promotion du développement de l'entrepreneur? Voilà les questions que nous nous posons en ce moment, et nous avons l'impression de savoir déjà avec qui nous devons discuter de ces questions pour les 7 prochaines années. D'accord. Fadimato Bengono, à côté de cela, nombreux parlent d'un jeu politique. Alors, le jeu politique au Cameroun, avec l'élection dans les starting blocks, comme on le voit, la scène politique qui bouillonne quand même, un jeu franc, un jeu biaisé, ou encore beaucoup de choses à faire. Madame Muriel, depuis l'introduction de cette thématique, j'ai souri, parce que j'ai vu comment M. Jean-Baptiste, pour une fois qu'il est appelé à parler de lui-même,
il ne parvient pas à aligner 3 mots. Parce que le RDPC, il ne savait pas comment faire pour y mettre le RDPC, pour justifier leurs errements. Voilà, les gens qui se sont regroupés, ils étaient 5. Il paraît qu'ils se retrouvent à 2. Et il vous dit, les règles, c'est difficile de respecter les règles qu'on s'est fixées. Mais tout à l'heure, là, on a eu l'impression que ça allait de soi, que les règles soient respectées. C'est difficile de s'organiser. C'est comme si ça allait de soi que l'organisation aille comme sur des roulettes. Voilà la réalité politique, monsieur Jean-Baptiste. Parce que lorsqu'on veut être un homme politique, il faut avoir la capacité d'être dialectique. Ce n'est pas parce que forcément vous avez un adversaire en face que vous allez foncer comme un taureau. Parce que si vous foncez comme un taureau, monsieur, on va vous casser le crâne. Et c'est ce qui s'est passé avec ce qu'ils appellent le groupe de Douala. Le groupe de Douala. Ce que c'est que le groupe de Douala, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est un serpent de mer. Mais toujours il vous dit c'est l'opinion. La majorité partage cette opinion. Mais il a été trop à l'aise pour vous dire que le RDPC vaut. Là, ça sort trop vite. Ce que je vais vous dire, monsieur, madame Muriel, c'est que le RDPC est dans la posture d'un adversaire qui respecte tout le monde. Au Cameroun, il y a 17 partis politiques qui ont des élus. Parce qu'il faudrait qu'on s'entende déjà sur le principe. Entre déclaration et déclamation des candidatures, moi je remets ça dans la rubrique de la liberté, où chacun peut se lever et dire je vais d'abord et on verra ensuite. Parce que les lois camerounaises le code électoral indique clairement qui est-ce qui peut investir un candidat. Qui est-ce qui peut être candidat à l'élection présidentielle, en l'occurrence celle de 2025. Donc maintenant, il y a des gens, il y a des tractations dans les chaumières, il y en a qui se déploient, il y en a qui se découvrent, parce qu'il y a aussi des partis de saison. Nous avons observé depuis un moment, il y a des partis saisonniers qui sont apparus sur la scène politique, que nous n'avons pas vu depuis des belles lurettes, et que nous découvrons grâce à vous sur les plateaux de télévision et qui se disent qu'ils vont challenger Biya. C'est leur liberté, vous comprenez. En ce qui nous concerne au RDPC, nous travaillons en sachant que nous avons des adversaires en face. Nous peaufinons notre stratégie parce que le plus important pour nous, comme nous avons l'habitude de dire, quand nous nous retrouvons sur votre plateau, Madame Muriel, il y a des gens sur le terrain qui font le travail. Nous sommes dans 377 communes. Quand je dis 377 communes, ça veut dire qu'il y a 360 communes à l'intérieur du pays. Il y a 17 sections à l'extérieur. Dans la diaspora, le RDPC se déploie. Nous travaillons, nous attendons sereinement nos adversaires que nous respectons. Et qu'au soir d'octobre, lorsque le corps électoral sera convoqué, nous allons peaufiner notre stratégie et attendre en face parce que vous dites rien n'est jamais gagné. Si les autres sont suffisamment sûrs qu'ils peuvent remporter la mise contre le RDPC, nous, au RDPC, nous pensons que nous allons vers les élections en respectant les adversaires. Monsieur le maire, votre lecture du jeu politique au Cameroun? Oui, me basant un peu sur la question qui est posée, que vaut l'opposition? Cela suppose que nous voulons parler de la valeur de l'opposition au Cameroun. Je dirais tout simplement que c'est une valeur qui est celle que l'opposition propose aux citoyens. Parce que si nous restons un peu dans ce jugement, on risquerait de mettre de côté l'élément fondamental qui est l'objectivité même de ce que l'on propose. Le citoyen qui est face à des propositions de l'opposition, on va regarder deux choses essentielles. La première, c'est le projet de société et la deuxième, c'est l'expérience. Lorsqu'il faut faire un choix, on va analyser le projet de société du parti d'opposition et on va regarder son expérience en matière de gouvernance, en matière de gestion. Et il sera très évident à ce moment-là pour le citoyen de tirer une conclusion, de faire un choix. Donc, à mon avis, étant donné que nous sommes en démocratie, l'opposition a son rôle à jouer, parce que sans l'opposition, on ne parlerait pas de démocratie, on ne parlerait pas de multipartisme, de liberté d'expression. Donc, l'opposition a certes une valeur, mais c'est cette valeur-là, telle qu'elle est analysée par les citoyens,
qui peut lui permettre davantage s'imposer dans la scène politique. C'est ça. D'accord. Pour sortir de cette thématique-là, un dernier tour de table, une question la même posée à chacun d'entre vous. On parle bien évidemment politique. Qu'est-ce qu'on doit concrètement présenter aux citoyens lorsqu'on veut défendre son parti et politique? Qu'est-ce qui est plus important, le programme ou combattre l'adversaire? Mais écoutez, merci pour cette question. Il faut comprendre que en matière de politique, ce qui est important pour le citoyen, c'est le programme. Il faut avoir un programme cohérent, un programme qu'on est sûr de respecter. Il faut faire ses propositions aux citoyens. Et le parti sortant, c'est-à-dire ceux qui gouvernent, doivent défendre leur bilan. Quand tu as été au pouvoir, tu dois défendre un bilan, pas de proposition. Parce qu'on suppose que quand tu es venu honnêtement, avec des propositions, et maintenant il faut défendre ce bilan. Mais pour les gens qui n'ont pas été au pouvoir, ils doivent défendre leurs propositions. Donc je pense clairement qu'aujourd'hui, les partis d'opposition ont un rôle historique, je dis bien historique. Ils ont intérêt de se mettre ensemble pour pouvoir challenger l'ordre gouvernant qui, pendant plus de 40 ans, a un bilan qu'il doit défendre. Et nous verrons tous que ce bilan, il n'est pas élogieux. Le président, attendez, pour en sortir. Le temps est parti. Oui, le président Biya lui-même l'a dit. Quand il voulait être président, il voulait que les Camerounais retiennent deux choses de lui. La première chose, c'est la démocratie, que je lui concède. Parce que si nous existons, avant il y avait le parti unique, donc aujourd'hui on peut dire qu'il y a une forme de démocratie au Cameroun qui n'est pas suffisante, mais elle est là. Mais en termes de Cameroun prospère qu'il a dit, on voit qu'on est très loin de la prospérité. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous défendons notre programme politique comme les partis d'opposition. Donc j'invite à s'unir parce qu'aujourd'hui, les Camerounais... Mais ce n'est pas le lieu de campagne de votre parti quand même. Non, je ne parle pas de mon parti, je parle de l'opposition de manière globale. Oui, Fatoumata Bengono. La question, est-ce qu'on doit présenter tout simplement son programme ou bien combattre l'adversaire? La politique a ceci de particulier qu'on ne peut pas parler programme sans parler combat. Parce que même si vous allez avec les fleurs, les autres vont, comme Jean-Baptiste, vont ressortir la machette. Il faudrait bien être à mesure de vous battre. Contre ceux-là qui viendront plutôt avec d'autres arguments, les arguments de force et non la force des arguments. Nous disons en toute chose, l'État, c'est une construction permanente et pérenne. On ne saurait mettre le curseur à X et à Y pour dire qu'en telle période, on a fait ci, on n'a pas fait ci. Nous pensons qu'on doit se projeter. Et pour se projeter, il faudrait partir de quelque part. Nous sommes partis de quelque part. Forcément, en tant qu'humain, il y a eu peut-être des choses qui n'ont pas été faites comme il le fallait. On entendait le faire parce qu'il y a des aléas. Parce que la gestion du pouvoir politique aussi, il faut aussi l'intégrer et intégrer les aléas qui ne dépendent pas parfois de nous, les aléas internationaux, puisque nous sommes dans un monde global. À partir de cet instant, nous disons, nous mettons le cap sur l'avenir en essayant d'améliorer ce que nous n'avons pas pu faire correctement et en se projetant avec d'autres ambitions et d'autres propositions que nous ferons au peuple camerounais. D'accord. Jean-Baptiste Ketchaten. Quelle que soit la borne que l'on considère ou juger le gouvernement en place, on voit bien que c'est un gouvernement qui a échoué. Si on considère qu'il est en place depuis février 58 ou bien depuis janvier 60, on fait le bilan, on voit que le pays n'est pas sur la bonne voie. Qu'est-ce que votre parti, votre coalition doit faire? Présenter un programme ou bien combattre le parti en place, combattre l'adversaire? Les deux vont de pair. On ne dissocie pas le constat de l'échec de ce gouvernement à celui de la proposition ou bien du combat contre ce gouvernement. Et l'organisation du groupe de Douala. C'est pour cela que nous faisons ce groupe de Douala. Parce que si on avait plus de temps, on pouvait élaborer davantage notre proposition. Parce que nous ne considérons pas que le Cameroun soit un pays démocratique, même s'il est sur la voie. Même si les Camerounais ont fait beaucoup d'efforts pour que le pays soit démocratique. Nous ne considérons pas que notre pays soit sur la voie du progrès social. Il est plutôt sur la voie de la régression sociale. Nous avons une politique qui conduit
à la violence des jeunes dont on a parlé au début de ce voilà ton nous champ de avons une politique qui conduit les 20% ou 25% de la population du pays à suivre des gens qui disent qu'il faut le dépecer. Nous avons une politique qui conduit... Qu'est-ce que le groupe de Douala propose? Mais l'inverse. Donner les fonds qu'il faut pour l'éducation des enfants, faire des politiques qui permettent le plein emploi, faire des politiques qui permettent l'indépendance réelle, faire des politiques qui permettent l'unité, et non pas que les Camerounais suivent des gens qui disent nous sommes des Vous êtes sûr que d'ici à là vous serez encore... C'est quand même compliqué ça. Madame, à la lune vous chantez vous ricanez beaucoup depuis que l'émission a commencé, mais nous ne mettons pas les problèmes du Cameroun à l'échelle de nos personnes. Nous mettons les problèmes du Cameroun à l'échelle du Cameroun. Si nous ne sommes pas là en tant qu'individu ou en tant que groupe, d'autres vont continuer. Donc vous avez un problème. Vous avez un problème avec la perception de ce qu'on dit, au point où, donc, quand on dit quelque chose, vous essayez de tourner ça en dérision. Vous croyez que vous êtes... Restez concentré. Je lui ai dit dès le départ que nous n'avons pas avec le RDPC des problèmes d'individus. Nous avons un problème de vision du Cameroun. Ils ont une vision du Cameroun qui a produit la guerre du Nozo. Ils ont une vision du Cameroun qui fait que jeudi dernier, ici à Yaoundé, des jeunes gens sortent avec des machettes et agressent les gens. Ils ont une vision du Cameroun qui fait que des ministres... On vous là-dessus. Monsieur le maire a la parole. Oui, merci. Je pense que la démocratie a ceci de particulier qu'on ne peut pas imposer à un acteur une stratégie. Il y en a qui choisissent, qui ont pour stratégie de combattre ceux qui sont en place. Il y en a qui viennent pour vendre un projet. Je prendrai l'exemple d'un match de football. Vous savez qu'il est très aisé pour un spectateur de critiquer celui qui a le ballon sur le stade. C'est généralement un peu cette image que je veux prendre entre le parti d'opposition et le pouvoir en place. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de jouer, vous devez forcément avoir des gens qui soit crient pour vous dire mouilleur, d'autres qui crient pour dire bon joueur, ainsi de suite. Donc je pense qu'ils ont le loisir de choisir la stratégie qu'ils veulent, soit présenter un programme qui soit réaliste ou pas, comme nous avons constaté, et puis de l'autre côté, combattre le parti au pouvoir. Fadima tout l'a dit tout à l'heure, nous avons évidemment des partis saisonniers, comme on a constaté, nous sommes en année électorale, vous allez voir tous les savants, tous les sachants apparaître avec des partis politiques pour donner des leçons aux partis au pouvoir. C'est aussi ça la démocratie, il faut laisser la liberté aux gens de pouvoir dire ce qu'ils pensent. Henri Sévra a semé. Les acteurs feront ce qu'ils ont envie de faire. Vous savez, en matière de jeu politique, il y en a qui vont combattre, il y en a qui n'auront pas le temps de combattre. Mais intégrez aussi cette grande sagesse qui voudrait que lorsque vous armez votre coup pour combattre, vous pouvez rater la cible. Et si le coup est très violent, il peut vous emporter et vous-même vous fracasser dans votre élan. C'est certainement arrivé à certains partis politiques, cela arrivera à d'autres, ça continuera d'arriver. Donc laissons le jeu au jeu et observons les acteurs se déployer afin que nous puissions, nous en tant qu'électeurs, opérer notre choix le moment venu en fonction de l'idée que nous nous faisons du Cameroun, de la capacité à déployer les politiques que nous nous faisons des différents acteurs et puis de la perspective que nous souhaitons pour nous-mêmes. D'accord, on prend une transition et on revient à parler de la deuxième thématique annoncée ce jour, développement local, la difficile autonomisation des communes.
Développement local, nous parlons de l'autonomisation des communes. On en sort, on en parlait en début de ce programme. 3e édition des Journées économiques internationales des communes. C'était ici même à Yaoundé, sous la coordination des CVUC, également du FECOM, sous le très haut parrainage du président de la République, représenté à l'ouverture par le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Joseph John Gouté. Alors, on en parle également sur ce plateau avec vous, Monsieur le maire. On rappelle que vous êtes secrétaire général des CVUC, entendez ici Communes et Villes Unies du Cameroun pour la région du centre. Les GECOM, un petit bilan, quelques secondes avant d'avancer. Oui, il faut dire que les GECOM se sont très bien déroulés. L'objectif des GECOM était simple, pouvoir réunir les communes et les partenaires, qu'ils soient sur le plan national ou international, pouvoir présenter les projets et par la suite avoir des concertations en termes d'échanges entre les différents partenaires, les différents acteurs de la décentralisation. En termes de bilan, on peut dire que nous avons atteint les objectifs qui ont été fixés. Nous avons pu réunir plus de 1000 délégations, 1000 délégués, 30 pays. Nous avons eu des financements concrets, c'est-à-dire que nous avons eu le Maroc qui était l'invité spécial, qui a octroyé des financements à plusieurs communes, à plus d'1 milliard. Nous avons eu des conventions qui ont été signées entre des communes et des partenaires internationaux. Nous avons eu, pour le cas de certaines communes qui se sont lancées dans l'économie sociale et solidaire, dans des métiers d'agriculture et d'élevage, des conventions entre ces communes-là et certaines interprofessions, telles que l'interprofession aquacole par exemple. Nous avons également pu bénéficier des ateliers où les pouvoirs publics, notamment certains des départements ministériels, qui venaient présenter les orientations stratégiques uniquement basées sur l'accélération de la décentralisation. Cela nous a permis donc de discuter, d'échanger, de voir les freins, de voir également toutes les perspectives que nous pouvons présenter en vue de l'amélioration même de ce processus. Avec vous, nous posons donc les jalons. On parle pour cette édition des communes de production. Qu'est-ce qui coince dans le processus d'autonomisation des communes au Cameroun? Je pense qu'on peut citer 2 ou 3 éléments principaux. Vous savez que la décentralisation, c'est davantage la possibilité pour les communes de pouvoir vivre d'elles-mêmes, de pouvoir se rendre autonomes. Alors, au niveau des CVUC, nous avons pensé que pour faciliter ce travail, cette accélération de la décentralisation, il fallait procéder par 3 étapes. La première, permettre à chaque commune d'identifier son potentiel. La deuxième étape, voir dans quelle mesure accompagner les communes pour la maturation des différents projets. Et maintenant, la 3e étape, voir dans quelle mesure ces communes qui ont réussi à maturer les projets peuvent obtenir des financements et les implémenter dans leur territoire. Donc, l'ayant fait en 2021-2023, cette 3e édition était donc cette édition dédiée à la maturation elle-même pour ceux qui étaient en retard, pour celles des communes qui étaient en retard, et pour celles des communes qui avaient déjà des projets suffisamment matures de pouvoir diriger des financements. D'accord. Henri Séverin Asselé, nous parlons donc de décentralisation. La décentralisation au Cameroun, comment se porte-t-elle? Est-ce qu'elle est vraiment de fait? La décentralisation avance à grands pas. Et j'en ai encore fait l'expérience hier soir et ce matin, parce que je suis allé à Bertois. Hier, je suis revenu ce matin. J'ai pu observer une commune comme la commune d'Ayous, qui présente un potentiel de réalisation très visible et suffisamment convaincant. Une commune comme la commune d'Atok, qui est carrément en train de sortir de terre et qui fait la fierté des populations qui sont sur ce chemin. Nous voyons très bien que la ville de Bertois, en dehors de quelques grands axes, s'est agrandie, a un immobilier qui s'est enrichi et a une voirie qui s'est imposée. Je prends seulement dans le cadre de ce trajet. Je voudrais indiquer que désormais au Cameroun, vous avez 384 messieurs qui se lèvent tous les matins pour dire
nous allons transformer le bout de territoire dont nous avons la responsabilité. Ça n'existait pas avant. Et comme nous avons désormais 384 chefs d'État locaux, vous pouvez imaginer toute la ferveur et le drain que cela peut générer pour la dynamisation du capital social local. Ça va donc se traduire, si vous allez chez le monsieur qui est en face de moi, le maire de Languina, vous allez voir tout ce qui est en train d'être développé en termes de champs communautaires, en termes d'élevage, en termes de perspectives démographiques pour la commune. Ce qui se fait dans la région du centre se fait en même temps, je vous prie madame, se fait en même temps au sud, à l'est, à l'ouest, au nord, au nord-ouest, à l'extrême nord, partout, au même moment. Et lorsque vous ajoutez à cela le fait que le président de la République ait créé 11 universités d'État dans les régions, et pour les dernières, elles sont délocalisées dans les départements, ça augmente le pouvoir économique à travers la fixation de la démographie. Vous savez qu'il n'y a pas d'économie sans démographie. Vous avez donc cette démographie qui donne plus d'allant au mouvement de décentralisation, qui culmine à travers le plus grand marché d'opportunités du Cameroun en ce moment. Peut-être que vous en trouverez, vous allez me citer un autre, mais les GECOM se positionnent aujourd'hui comme le plus grand marché d'opportunités au Cameroun en ce moment. Et ce marché est porté par qui? Il est porté par les communes aux côtés du gouvernement, faisant donc une vibration qui permet de nous dire, pour la décentralisation, nous avons un grand produit biennal qui permet de structurer le déploiement économique, social et environnemental des territoires, de telle sorte que toutes les 2 années, oui, nous ayons un mouvement d'évaluation, un mouvement de projection qui est donc construit autour des politiques publiques nationales et territorialisées au niveau local. Donc, vu sous cette perspective, nous sommes assez optimistes sur la vitesse du mouvement de décentralisation et nous invitons d'ailleurs tous les acteurs à s'en saisir, plus seulement pour le sortir, gouvernement oui, et les collectivités, mais surtout les citoyens, parce que la composante qui manque à la décentralisation en ce moment, c'est les citoyens qui, s'ils saisissent ce mouvement à travers les politiques publiques au niveau national et au niveau local, vont donc accéder au meilleur être qui est la plus-value recherchée par cette grande réforme de l'État. Eric Ngegem, nous parlons du développement local. Comment réellement aboutir à des communes plus autonomes? Oui, ça c'est un vieux sujet. En 2015, j'étais expert à la COP21. J'ai échangé avec le chef de l'État sur la décentralisation. Et je lui avais proposé à l'époque qu'il fallait faire la décentralisation de l'énergie avant la décentralisation administrative. Donc je pense que j'ai été écouté à moitié, étant un expert en énergie et environnement qui est mon métier. Je pense qu'aujourd'hui, l'erreur est en train de se corriger. D'ailleurs, la nationalisation, le rachat des néos par le Cameroun est une bonne chose. Que je l'ai aussi dit, parce qu'on ne peut pas privatiser l'énergie dans un pays. Bon, on passe. Au niveau de la décentralisation, elle est en cours, elle est faite, mais il y a un réel problème, c'est qu'il faut aujourd'hui la décentralisation de l'énergie avant la décentralisation des institutions. On a fait l'inverse, c'est pas grave, on peut encore se rattraper. Pourquoi? Parce que sans énergie, il n'y a pas de travail. Sans énergie, les maires, les élus ne peuvent pas faire bien leur travail. Ils ne peuvent pas mettre en application toutes les mesures, toutes les réformes qu'ils ont entre les mains pour pouvoir être autonomes, pour pouvoir dynamiser leur région. Donc je pense aujourd'hui que le maillon manquant de la décentralisation au Cameroun, la décentralisation de l'énergie, comment elle va se faire? Elle va se faire de manière très simple. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, qui est l'un des rares pays au monde qui a qui regorge du potentiel renouvelable de toutes les formes dans le monde. Yaoundé, je prends l'exemple. Il y a les délestages à Yaoundé. On ne peut pas résoudre la question de l'énergie à Yaoundé sans développer le potentiel éolien de Yaoundé. Je prends Yaoundé, ville à cette colline que tout le monde connaît.
Ces 7 collines veut dire qu'on peut développer l'éolien dans les 7 collines de Yaoundé pour pouvoir rendre Yaoundé autonome. Je prends le cas de Kribi. Kribi à la mer. Pourquoi ne pas développer l'éolien offshore à Kribi pour rendre Kribi autonome? Je pars à l'Est, qui est une région très riche, dont je pleure toujours quand je me rends là-bas, parce que je me dis comment une région comme l'Est, avec tout ce potentiel, n'a pas d'électricité. Quand tu es à l'Est, à 19h, tu as envie de dormir, parce qu'il n'y a pas d'énergie. Alors pourquoi ne pas faire des centrales biomasse à l'Est pour pouvoir rendre l'Est autonome? L'Est, est-il normal que l'Est du Cameroun puisse être alimenté aujourd'hui avec l'énergie qui vient du barrage de Son-Loup? Je pense qu'il faut accélérer la décentralisation de l'énergie pour pouvoir finaliser ce processus de décentralisation. Pourquoi? La digitalisation est elle aussi la clé de la réussite de la décentralisation. Mais pour bien faire la digitalisation, il faut de l'énergie, madame. C'est pour ça que la décentralisation de l'énergie, grâce aux énergies renouvelables, qui ont un potentiel différent dans chaque région, reste la clé de la réussite de la décentralisation qui est déjà entamée, mais qui est encore insuffisante. D'accord. Jean-Baptiste Ketchaten, votre lecture, votre regard de la décentralisation de sa marche au Cameroun? L'expert du RDPC a dit que ça marche. Vraiment, je ne sais pas si on vit dans le même pays. Je ne suis pas l'expert du RDPC. Ce n'est pas un expert du RDPC. Sur le plateau. Jean-Baptiste Ketchaten. Je disais donc que l'expert du RDPC, qui est à ma droite, nous a dit que ça marche bien. Donc, nous vivons tous dans le même pays. Nous sommes ici à Yaoundé. Nous sommes des Yaoundéens. Combien de temps on met pour faire une course? Si vous devez aller 2 km par exemple pour venir ici. Combien de temps on met en route? Combien de nids de poules on rencontre sur nos routes en pleine capitale? Combien de temps la poubelle attend pour être enlevée? Comment est-ce qu'elle est enlevée? Comment est-ce qu'elle est traitée? Pareil à Olangina, à Kaeli ou à Campo. Comment est-ce que nous vivons? D'après lui, ça avance. C'est des problèmes de décentralisation ou d'exécution. C'est les communes qui enlèvent les... Non, je pose une question de fond. C'est des problèmes de décentralisation ou des problèmes de mise en œuvre des politiques publiques au niveau local. C'est des problèmes mariés. Donc, si vous demandez... vous ont compris. Bien entendu. C'est à eux que je m'adresse, c'est pas à vous. Si vous demandez à n'importe quel Yaoundé, il va vous dire, j'ai du mal à me déplacer. Même ceux qui ont des voitures, ce qui n'est d'ailleurs pas la meilleure solution. D'après leurs propres calculs, on met 3 fois plus de temps pour se déplacer dans une ville comme Yaoundé. Quand on prend une moyenne, là où ça marche bien. 3 fois plus de temps. Mais on vous dit, ça va, c'est bon. Quand vous avez besoin d'un papier d'état civil dans nos communes, parfois vous êtes obligé de payer un bakchich. Mais on vous dit, ça va, c'est bon. Parce qu'on a fait la réunion de GECOM, il y a eu peut-être que quelques capitaux qui sont venus, qui vont peut-être être investis par les gens du pouvoir. Mais pour le citoyen lambda, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a 2 semaines, ou il y a 3 ou 4 semaines peut-être, on avait des montagnes d'ordures ici à Yaoundé. Des montagnes, c'est dit que ça rentrait, il y a une école devant laquelle je passe chaque jour pour aller au boulot, ça rentrait dans l'école. Mais on vous dit oui, mais le problème de la décentralisation, c'est le problème de la gestion du pays, c'est le problème de la concentration des pouvoirs, de la décision d'affecter telle somme ou de ne pas l'affecter. Et tant qu'il n'y a pas de volonté de laisser les gens régler les problèmes des quartiers et laisser un ensemble de quartiers régler leurs problèmes en commun, il n'y aura pas d'avancée. C'est de ça qu'il s'agit, comme dirait l'autre. Donc le problème de la décentralisation, c'est le problème de la volonté de laisser les pouvoirs. On n'a pas besoin d'un ministre pour collecter et traiter les ordures à Yaoundé. Mais vous allez voir que quand il y a eu ce problème-là, la ministre a dû sortir pour dire, attendez, je vais les ramasser. Ça fait 30 ans qu'ils disent qu'ils font la décentralisation. Mais vous-même regardez le résultat. D'accord. Le simple ramassage des ordures. Fadima Toumbengo, la décentralisation au Cameroun. Bon, la décentralisation, comme l'a expliqué l'expert, intègre plusieurs pans de notre société. C'est vrai que de manière générale,
il ne s'agit pas seulement exclusivement des problèmes d'hygiène, surtout que les problèmes des taxes d'hygiène ont été affectés lors de la dernière réforme financière du MINFI au niveau des communes. Mais ce que je voudrais, vous allez me permettre de dire, c'est de saluer déjà l'initiative des communes à travers cette rencontre, parce que le rendu qui est fait nous démontre que les maires se sont appropriés la notion de décentralisation. Ils ont compris qu'ils ne doivent plus seulement attendre les transferts des moyens, qu'il faut le dire, parce que parfois, au départ, certains profanes pensaient que le transfert des moyens supposait le transfert d'une partie du budget de l'État. Or, ce n'était pas tout le budget de l'État, parce que les prêts, les dettes, ça n'entrait pas dans le transfert. Maintenant, ils se sont appropriés cela. Et quand vous voyez une rencontre comme celle-là où ils parviennent à réunir 1000 délégués, comme il le dit, 30 États, quand vous dites, on parle de 30 États, ça veut dire que déjà, les 30 États, c'est 30 compétences, 30 expériences qui vont partager. Et quelque chose de très intéressant, il a indiqué que les premières rencontres permettaient aux communes d'identifier leur potentiel, parce qu'il faut le dire, toutes les communes n'ont pas les mêmes potentiels. Donc pour vous développer, pour vous déployer, pour vous projeter, vous devez compter sur votre potentiel pour essayer de mettre sur pied des projets qui peuvent vous permettre de vous positionner comme un pôle de développement. Et c'est des choses à saluer. Et nous l'avons vu tout à l'heure, M. Assembe évoquait le maire d'Ato. J'ai suivi l'actualité où il a distribué près de 24 millions de plants de palmiers à huile. C'est une façon de créer une entreprise communautaire qui va permettre de booster l'économie locale. Ils ne vont plus seulement attendre qu'on leur transfère le peu de moyens qu'ils ont pour développer leur localité. Il y a le maire de la commune de Ngoumou qui, à travers la coopération décentralisée, a posé, je crois, la première pierre a été posée, le port sec de Ngoumou. Il n'y a pas d'eau en Ngoumou, mais il a réussi l'espoir de mettre sur pied quelque chose qui va rentabiliser la commune de Ngoumou. Ce sont des choses qu'il faut encourager. Et à travers ce genre d'action, vous comprenez que les maires se sont appropriés l'outil décentralisation. Les maires ont compris qu'eux-mêmes, ils doivent créer de la richesse qui va leur permettre d'adresser efficacement certains problèmes qui leur sont propres. J'ai l'habitude de parler de la commune de Fumbo, qui a le flanc du Mont Bapi. Il y a de l'eau pure, une source naturelle. Quand vous arrivez dans un village comme Baïgom à Fumbo, l'eau coule. La première fois que j'ai été impressionné, je pensais que ces gens-là ne payaient pas les factures de Kamwata parce que l'eau coulait. Je demande, mais comment vous laissez l'eau, la facture? On me dit non, ça sort des montagnes. C'est des choses qu'on peut capitaliser, on peut canaliser. Vous verrez qu'une ville comme Fumbo ne pourra plus avoir de problème d'eau potable. Donc il y a tellement de choses qui sont faites. Et heureusement que l'État également ne lésine pas sur les moyens pour accompagner ces acteurs du développement. Parce que, vous le savez, au niveau de l'éducation de base, au niveau des enseignements secondaires, au niveau de la santé, les communes sont partie prenante des politiques publiques en matière d'éducation et de santé communautaire. Et lorsque c'est comme ça, les populations se sentent plus concernées et impliquées. Et il y a le bémol qu'il faut aussi apporter parce que le développement aujourd'hui est participatif. Le maire ne doit plus être le seul acteur du développement. Il doit être accompagné dans cette tâche par les populations qui doivent s'approprier le développement. Et à côté de cela, il y a également un souci, parfois dans la réalisation des projets. Au lieu que les maires passent des marchés à l'extérieur de la commune, il serait encore indiqué que les acteurs locaux se proposent à réaliser les projets qui sont ficelés à l'intérieur. Non seulement ils vont capter les moyens et ça va rester dans la localité, mais le véritable problème c'est que parfois dans certaines communes cela est fait, mais très mal fait, parce que les maires eux-mêmes gagnent les marchés et parfois perdent, il faut le dire,
Moi, je vais prendre le cas d'une commune comme Fumban, qui n'est pas la commune du RDPC. Non, on parle mieux de ce qu'on connaît. On parle mieux avec la petite précision. Avec la précision, la commune de Fumban, où la commune est gérée, qui est gérée comme une épicerie, où c'est la famille qui gagne tous les marchés de développement. Vous comprenez qu'il y a tendance à confondre les poches de la famille et les poches de la commune qui est en fait une collectivité locale de en matière de gestion de déchets, je pense que permettez-moi qui doit plutôt impulser le développement. Et également, nous observons que de plus en plus les maires sont sanctionnés dans le cadre des passations des marchés peu orthodoxes. Ça a défrayé la chronique un peu partout parce qu'en matière de mauvaises habitudes, on ne va pas dire qu'on va critérier que c'est tel maire de l'opposition, tel maire du parti au pouvoir. Il y a des gens qui brillent par des comportements peu orthodoxes qui peuvent plutôt plomber cette volonté de développement. Nous pensons modestement que les maires doivent travailler avec conscience en sachant que le micro-État qui est le leur, qu'est la commune, ils doivent mettre toute l'énergie au lieu de se concentrer à regarder le RDPC et le président de la République. Mettre l'énergie pour développer. Oui, tout à fait. La décentralisation, ça me tient beaucoup à cœur. C'est pour ça que je fais cette interpellation. Comme j'ai monsieur le maire devant moi, la gestion des déchets a été un problème majeur. On l'a observé dans la ville de Yaoundé et dans d'autres villes. Je pense qu'il faudrait qu'on construise des usines de méthanisation dans chaque grande ville. Sinon, le problème va revenir. J'ai vu que ça a été un problème grave. En Kolfoulou, que je visite d'habitude, puisque moi je connais très bien comment ça se passe, oui. Il faut une usine de méthanisation. À Douala, il en faut une. Et j'aimerais que dans le plan de développement des communes, qu'on puisse prévoir des usines de méthanisation. Pourquoi? Parce qu'il permet de transformer, de recycler nos déchets immédiatement, surtout les déchets d'origine organique, parce qu'on ne peut pas s'arrêter de manger, donc ils seront toujours là. Il faudrait qu'on les recycle pour ne pas vivre le phénomène que nous avons. D'accord. Monsieur le maire, avant de sortir de ce sujet-là, puisqu'on est avec vous, comment ne pas vous demander comment ça se passe du côté de la commune de Languina pour ce développement local-là? Eh bien, au niveau de la commune de Languina, nous avons... nous sommes passés par les différentes étapes que je viens de vous citer pour se rendre compte que notre capitale principale, c'est la terre. Et c'est pour cette raison que dans la commune de Languina, on a mis l'accent sur l'agriculture, sur l'élevage, donc en gros sur l'économie sociale et solidaire. Nous avons mis en place, au-delà de tous les projets infrastructurels, routes, eau, énergie, nous avons mis en place 13 coopératives pour davantage rassembler les populations de façon spécialisée dans des domaines assez variés. Nous avons des coopératives essentiellement pour l'agriculture, pour l'élevage. Et au-delà de ça, nous les avons accompagnés en termes de formation. Aujourd'hui, à Languina, vous allez voir que des femmes qui savaient que je sors de mon champ avec un sac de manioc, je m'en vais le vendre entièrement, savent que désormais on peut transformer ce manioc sur place et avoir une plus-value qui vous permet d'avoir véritablement une valeur ajoutée. Nous avons donc transformé l'environnement à la fois agricole et économique avec ces activités-là. Nous avons également pu observer depuis 2020 l'accompagnement de l'État à travers le FECOM, que je voudrais sincèrement remercier parce que vous savez, quand vous avez une commune qui n'a pas véritablement de ressources et que vous arrivez, on va dire, à la tête de l'exécutif, vous n'avez pas de ressources. Si vous avez un accompagnement du FECOM en termes de ressources, ça peut vous aider à rattraper cet énorme retard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons pu réaliser une cité municipale. Grâce au FECOM, nous avons pu construire des centres de santé. Nous avons aujourd'hui des ponts qui nous ont été financés, pas en termes de prêts, en termes de subventions par le FECOM. Donc, pour nous aider à rattraper ce retard, nous mettre au même niveau que certaines communes qui avaient déjà le minimum et nous permet donc de continuer la marche vers le développement. Languina aujourd'hui peut se targuer d'être une commune assez visible, assez dynamique sur le plan économique, sur le plan infrastructurel également. Et peut-être demain commencer à regarder certaines grandes communes. Là, nous sommes dans le département de la Meufou et à Famba. Et rassurez-nous, vous ne gagnez pas tous les marchés.
Je n'ai pas de société, je ne gagne que ma seule. D'accord. Un dernier tour de table quand même, parce que parlons du développement local, 1 minute pour chacun. On a parlé ici de la participation citoyenne. Alors, un plaidoyer pour chacun par rapport à cette participation citoyenne. Oui, la participation citoyenne, elle est très importante dans le développement d'une commune, même dans la construction du pays de manière globale. J'aimerais répondre à Mme Falimatou qui a dit que j'étais un parti politique ou que je suis sorti pendant des élections, que j'étais pendant 10 ans. Elle n'a pas cité un. Oui, mais non, écoutez, je ne suis pas méchant, hein, ce que je vais dire. J'ai été pendant 10 ans président du syndicat patronal des énergies renouvelables du Cameroun. Et ma migration du président du syndicat au Parti écologique du Cameroun, c'était pour apporter des réformes qui ne pouvaient que passer au niveau de l'Assemblée nationale, comme le tarif d'achat de l'électricité. D'accord, on va approfondir en offre. Et donc, je l'ai fait pendant plus de 10 ans. Et ce n'est pas une improvisation. On va approfondir en offre. La décentralisation, c'est deux choses. La valorisation du capital social et le développement des économies de proximité. Et elle permet de redéfinir le territoire simplement comme la rencontre d'acteurs. Le territoire est la rencontre d'acteurs et le reste va en découler. D'accord. Jean-Baptiste Kechaten. Il faut recitoyenniser, si on peut utiliser ce thème. Il faut rendre les Camerounais à nouveau citoyens, propriétaires de leur pays. Parce que tous ces blocages dont on a parlé pendant cette émission ont fait en sorte que la majorité des gens se désintéressent du bien public, se désintéressent de la gestion des communes, se désintéressent de la gestion du pays. Donc la priorité aujourd'hui, c'est de reconnecter les Camerounais dans leur grand ensemble avec le pays. La plupart des gens se détournent du comportement du RDPC, ils sont découragés, mais il faut aujourd'hui les ramener vers le... Permettez un dernier mot, c'est le poids que ces gens-là auront mis dans la balance qui va leur permettre de changer. Justement, la décentralisation, nous allons le dire de manière lapidaire, c'est l'avenir du Cameroun. Il faudrait que les acteurs s'y s'approprient et que les populations s'impliquent de manière efficiente et efficace. Nous allons booster le développement et surtout que nous soignons notre comportement dans la gestion des affaires publiques. Monsieur le maire. Oui, je pense que c'est juste deux choses. C'est de dire que les pouvoirs publics, dont l'administration centrale, devraient davantage faire confiance aux maires qui ont démontré depuis quelques années qu'ils sont conscients des responsabilités qui sont les leurs en matière de décentralisation et insister sur le développement participatif à travers l'implication réelle et effective des citoyens. Parce que vous savez, le maire n'a pas la science infuse. Il est important de noter que les citoyens dans une commune, lorsqu'ils ont des propositions, lorsqu'ils ont des idées qui peuvent permettre l'amélioration des conditions de vie, ils doivent savoir que le maire est là, disposé à les écouter et à mettre en œuvre ce qu'ils vont faire comme proposition parce qu'il est à leur service. D'accord. Merci à vous, cher monsieur et chère madame, d'avoir répondu présent pour ce programme. Merci également à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Le grand débat, il rentre en gare. Vous êtes sur Cam10 Télévision. C'est la Républicaine. Restez républicains et que vive la République.